Bonjour à tous, auditeurs et auditrices du Cannes Football Club. Très très heureux de vous retrouver en ce lundi 16 novembre. Moi c'est Julien à l'animation, vous me connaissez. À mes côtés, on a Reg, on a Sid, on a Sofiane et on a Nilton, que je vous présente plus parce que vous les connaissez très très bien. Aujourd'hui, pas de semaine de match, mais c'est pas pour autant que le Cannes FC dort. Bien au contraire, on vous a préparé une émission top level avec beaucoup de matière. Même sans match, on en a trouvé. Je vais commencer par Nilton. Et comment ça va, Nilton? Je te sens un peu chafouin après ce week-end. Non, mais c'est bien. J'ai appris quelque chose en fin de semaine. Ah. Ouais, j'ai appris que finalement, la Ligue des Nations, c'était important parce que en 2019, quand le Portugal a gagné la Ligue des Nations, il n'y a personne qui m'a écrit. Même moi, je m'en foutais un peu. Et là, tout d'un coup, en fin de semaine, là, tout d'un coup, c'était rendu une compétition hyper importante. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est important, Sid, ou pas? C'est important de clarifier les contextes dans lesquels il s'est fait écrire. C'est quand même des comptes portugais qui ont commencé à taguer les Français pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et à la veille d'une sûrement volée que le Portugal aurait dû mettre à la France. Oui, hein, genre, on a sorti des personnes qui voilà, ils nous mettaient le barbecue, on avait tout, il y avait le poisson, on était bien. Le bacalao. Non, bacalao. On était vraiment bien. Puis après voilà, donc comme entre deux très bons, deux excellents tweetos à suivre, Nilton et Vandril, il y a eu des beaux échanges et puis etc. Mais après, c'est souvent ceux qui sont pas nécessairement dans le cercle qui, quand eux ils arrivent, c'est là parfois que ça dérape, ça dérape un petit peu. Mais souvent c'est ça un peu. Ce qui est dommage avec Twitter, c'est au début c'est une bonne conversation entre gens avec qui on peut se piquer avec grand plaisir et après il y a quelqu'un qui pense qu'il est invité. C'est toujours très bizarre ça. Sofiane, toi t'as pas fait un week-end Ligue des Nations dans Twitter. Il y a pas de non, c'était pas ici. Non. Moi je comprends avec un week-end Ligue des Nations, toi. Hein. Non mais j'ai rien compris. Moi je pensais qu'il avait juste une finale. Donc le Portugal gagne la finale l'an dernier, puis il perd d'aller en finale cette année. Le Portugal n'a rien compris. Le Portugal ils ont gagné le Final Four. À un moment il y avait 4 équipes. Ouais. Mais le Portugal a gagné ce tournoi-là. Gang. Arrêtez 2 secondes. Tous les partisans du Portugal sont prêts à perdre les 1000 prochains matchs. Ils s'en foutent complètement. Là. Ils ont finalement gagné un match important à l'Euro contre la France, au Stade de France, à Paris, sans Ronaldo. Là, on peut mourir, c'est ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est quoi le match important? Le match important, c'est celui que tu achètes. Tu vas acheter une cassette? Mais t'achètes ce match-là. La Ligue des Nations, là. La Ligue des Nations dans un... C'est la finale de l'Euro aussi. Ah, de l'Euro. Exactement. Il parle Danemark, là? Le truc que l'URSS a gagné? Ouais. Ah, ok, super important. Mais moi, ce qui m'étonne, quand j'ai grandi au Québec, dans les années 80-90, tous ceux qui n'étaient pas italiens, là, qu'on les détestait, les Italiens, puis ils étaient fendants, ils avaient tout gagné, ils gagnaient des matchs pourris, mais ils gagnaient, tu sais, c'était, dans les quartiers à Montréal, on n'était plus capable de les endurer, les Italiens, parce qu'ils gagnaient. Là, ils sont redevenus un peu normaux, ils sont devenus un peu comme les autres, mais ils ont été remplacés. Oh! Gang, man, c'est pas croyable! Vous avez tout inventé depuis 1998. La France gagne un peu plus. Je ne suis pas français, là, mais la France gagne beaucoup. On va terminer ce petit tour de table par quelqu'un qui ne gagne pas souvent le week-end en club. Mais là, vu qu'il n'y avait pas de match de club, Reg est tranquille. Tu vois, Reg, t'es tranquille, je te sens apaisé. Mais je suis apaisé de quoi? Je suis pas apaisé, il n'y a pas de problème. Juste moi, mais en termes de nation, j'ai pas de souci. Moi, c'est le Brésil, mon équipe. Ils ont gagné. Attends une minute, je vais en prendre un. Tiens, le Brésil. Il est sur Wikipédia, il a vu ce qu'ils étaient en haut du classement, il a fait. Ouais. Non. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'inviter Patrice Bernier ici pour vous expliquer notre amour pour le Brésil? On le sait. Qui est la meilleure équipe du monde? Bref, tout ça pour dire que. Haïti chéri, Brésil chéri. Ça, on le sait.
Ouais, voilà. Mais Non, ouais, non. non, c'est vrai que je vais pas te le cacher. Ça a été un week-end Ça va bien apaisant. quand même pour l'équipe brésilienne. C'est comme sans fanfare. Je pense que sur les 2 dernières années, ça gagne. Tranquille, hein, c'est. Elle Ouais, il y a un bosse. test demain quand même contre l'Uruguay, il y a un bon test quand même. Bon, l'Uruguay, elle est fatiguée, mon Non, mais ami. c'est vrai, non, Red, genre, comme t'es On d'accord, va genre regarder, comme. on va regarder. Non, non, mais je suis d'accord. Il Après, n'y a pas un gros buzz par rapport aux résultats qui sont quand même. Qui sont là, quoi. parce qu'ils gagnent pas trop leur match non plus en fanfare. Parce que il faut savoir que Teach, le sélectionneur, est un mec qui est défensif, n'est peut-être pas le terme, mais c'est pas un foot non plus spectaculaire. Joga Bonito, comme on a pu le connaître. Là, le Brésil est vraiment plus dans une efficacité. Puis voilà, elle est solide, elle a une défense solide, peut-être les 2 meilleurs gardiens du monde, ou un d'entre eux du moins. Genre, c'est une équipe qui est, voilà, elle est bien balancée. Elle est moins joga qu'elle Le a match pu contre le l'être. Pérou, là, avec les 2-3 pénaltys, c'était pas non plus. Non. C'était un peu bizarre. Je On est reprends, je reprends juste la main pour Il reprend terminer la cette main pour intro insulter et quelqu'un pour- d'autre. Il insulte. Voilà. Et Henri pour- comme- Non, C'est mais vrai non, qu'il mais prend non. la main pour nous tailler, tu sais. Non, Non, mais non, genre, non. la fin Non, du non, plagiat non, de taille, c'est contraire. marrant. Tu moi. prends la main pour donner une passe décisive à Riyad, parce que le but du week-end, Non, mais- quand même. C'est Quand c'est même. ce que j'allais dire. J'allais Bah, juste lui bah, donner la bah, parole bah, pour qu'il bah, termine bah, parce que bah, 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 je me suis imaginé Sofiane devant le but. Et là, je me Sur un suis dit, stream. c'est un peu comme Nabil Djellit, Sofiane. Ah, Là, non, ça non, devait non. sortir les Non, je suis feux beaucoup, d'artifice. je suis beaucoup moins, je suis beaucoup moins tendu. Je suis beaucoup moins tendu et moins. J'ai pas les mêmes cris de joie là, mais juste quand je l'ai vu, j'étais genre, j'étais sous le choc. C'était un choc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ce fou? Qu'est-ce qu'il a fait? Une espèce de malade. Elle depuis jeu en contrôle, puis orienté dans la course, triple feinte, pied droit. Je dis, mon Dieu. En plus, la défense a fait son travail. Il va tirer du pied gauche, on couvre le pied gauche. Mais non, je vais faire du pied droit. Et le pauvre gardien du Zimbabwe, en tout cas, c'était un but magnifique. Ça a fini 2-2 quand même. Faut Oui. pas faire semblant que ça finit 4-0. Tout ça pour finir 2-2. L'Algérie menait 2-0 au Zimbabwe pour finir 2-2 là. Wow. Bon, on s'est qualifié à la CAN, mais ouais, c'était fou. C'était un but Non, malade. c'est juste. C'est juste. Alors, avant de commencer, j'aimerais toujours remercier ceux qui nous supportent, la marque Trop de Poutine, Lifestyle Original et bien sûr la Forge du Malte, la microbrasserie qu'on aime adorer. Que vous dire aussi pour ceux qui Est-ce qu'on hésitent spoil, ou qui- Saf? Il y a un spoil. Non, il n'y a rien à dire encore. Ah, alors attendez, Comment? on spoil pas. Non, on spoil Non, pas, il mais, n'y a pas de mais- problème. les gars, vous vous donnez l'impression que c'est énorme, Sydney. Genre, les gars, c'est juste. Ah, pour. What? Il n'y a rien. Il n'y a rien à spoiler. Genre. Ok, Invente, dans- si tu veux, On est évidemment. rendu là, et vente. Dans ce cas-là, je continue à remercier tous les Patreons, bien entendu, et les futurs Patreons je aussi suis qui ok. sont en train d'hésiter. www.patreon.com/CanFootballClub. Pourquoi? Pour avoir toute la primeur de ce qu'on vous propose. Le CCPP, le podcast du Can Football Club, mais aussi les interviews, les confs de presse, les entraînements, les images, les vidéos, et bien plus Les encore parce Facebook, qu'on est en les train de... Insta, les tweets, tout. Exactement. Et on est en train de vous préparer encore des petites choses qui vont arriver d'ici la fin d'année et le début d'année 2021. Alors pour 3 $, honnêtement, c'est pas cher payé. Prenez du plaisir. Vous retrouverez également, bien entendu, notre émission un peu plus tard pour ceux qui ne sont pas Patreon sur l'application 91.9 Sport. Tous les passionnés du sport s'y retrouvent et vous retrouvez également nos podcasts. Donc comme je vous l'ai dit, grosse émission. Et pour commencer, bien entendu, on va aller directement en mode série, puisque l'Impact s'est qualifié et jouera son match de barrage, on va dire, en play-off contre le New England Revolution, vendredi à 18h30. Et là, pour le coup, j'avais envie de revenir à nos premiers amours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui nous suivent depuis longtemps, mais on avait dans le podcast en studio le Ben oui, ben non, qui est assez célèbre au Can Football Club. Donc je vais vous poser des questions. Et puis d'abord, la règle, c'est de répondre ben oui, ben non. Et ensuite, vous argumenterez vos ben oui ou vos ben non. Ok? Première question. L'absence de Wanyama et Piet, trop préjudiciable pour la qualification. Ben oui, ben non, Reg. Je te dirais quand même, ben oui. Je pense que Wanyama a montré au cours des derniers matchs que c'était quand même un joueur qui était important. Attends, juste Reggio, je veux juste entendre tous vos ben oui, ben non, et ensuite je te redonne la parole. Mais c'est juste pour voir un petit peu quelles sont les forces en présence. Nilton? D'accord avec Reg, un ben oui. Ok. Sid? Ben non. Ben oui. Ah,
Ok, alors il y a un seul non, mais je vais d'abord entendre Edge et ensuite on ira vers Sid. Ouais, ben oui, parce que moi je pense que, comme je disais, Wanyama a quand même augmenté son niveau de jeu. Il est devenu le joueur qu'on voulait qu'il soit que l'Impact l'a signé. C'est un joueur important dans le vestiaire. Ça reste un match de play-off, donc tu as besoin de joueurs d'expérience pour ce genre de match-là. Et Piet aussi, avec son expérience en Europe, aussi que ça reste un joueur d'expérience au sein du groupe de l'Impact. Ça reste quand même 2 joueurs qui vont cruellement manquer. Ils sont remplaçables, parce que je ne pense pas qu'il y ait de joueurs irremplaçables à l'Impact, à part peut-être Rommel. Mais oui, c'est sûr que ça va être quand même une grosse perte pour l'Impact. Ça, c'est sûr. Sid, toi, t'es plutôt non. Qu'est-ce qui te rend aussi optimiste ou Parce la réponse à la question, c'est à la fin du match. Tout simplement, c'est que les questions qui sont tournées comme ça, s'ils perdent, on dira oui. S'ils gagnent, on dira non. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Reds, effectivement, c'est 2 morceaux super importants de l'effectif. C'est les joueurs qui ont accumulé le plus de minutes avec Clément Diop et Binks. Donc, on sait qu'ils sont au cœur du dispositif de Thierry Henry. Donc, forcément, ils vont manquer dans les repères ou dans ce qu'on peut attendre. Maintenant, ils ont gagné avec, ils ont perdu sans. C'est pas dit que y a pas d'autres joueurs qui vont réussir à se sublimer ou qu'on peut voir une autre type d'animation qui correspondrait mieux face à New England. Mais 2 morceaux importants. Je pense que s'il y en avait qu'un seul, on n'aurait pas vu on aurait moins vu le déséquilibre. Mais là, c'est certain qu'on va voir que au niveau, on en parlera un peu plus tard au niveau du 11 partant. C'est certain qu'on va vraiment quand même il y aura une surprise. Et c'est sûr que le jeu qu'on verra, c'est pas le jeu que Piet et Wanyama. Il y a personne qui peut faire du Piet et du Wanyama dans l'effectif. Ça, c'est clair. Ouais, c'est excellent, tu me tends la perche. J'allais en venir à ce 11. Sofiane, Nilton, est-ce que vous pensez, dû à cette absence, il va certainement y avoir une formation inédite, mais est-ce que vous voyez des surprises dans ce 11 et si oui, lesquelles? Mais tu sais, déjà le deuxième match de la saison, celui à Montréal au Stade olympique, juste avant le grand confinement. T'sais, on a joué contre New England et c'était le seul match de la saison sans victoire. Victoire d'ailleurs 2-1, non? Oui, exactement. On perdait 1-0 puis on a remonté ça à 2-1. Puis à ce moment-là, on jouait c'était la première fois. Non, c'était pas la première fois, mais on jouait en 5 derrière avec un milieu composé de Taider et Piet. Je ne sais pas si on a ce qu'il faut pour remplacer l'espèce de milieu triangle où on va revenir à cette ligne de 3 défenseurs centraux pour faire un peu le travail du milieu défensif. Je n'ai pas l'impression qu'on va vouloir bricoler. Tu sais, j'ai entendu des options comme mettre Waterman en milieu défensif ou un truc comme ça. Ce n'est pas vraiment l'occasion de bricoler quoi que ce soit, mais j'ai vraiment plus l'impression qu'on va vouloir garder les joueurs qui fonctionnent bien, surtout à l'attaque, les garder à leur position, là, pas avoir l'erreur, la tendance de ramener Boyan. Là, on sait que si Boyan est plus proche de ses attaquants, il va être plus efficace. Puis on va se fier beaucoup plus à une solidité de 2 milieux avec 3 défenseurs centraux pour essayer de faire le travail d'un Wanyama et Piet. Mais tu sais, quelle que soit l'animation, ils ont quasiment toujours joué à 3 au milieu de terrain et toujours avec ces 2-là. Je pense que c'est même la plus grosse constante de tactique de Thierry Henry, c'est ces 2-là au milieu de terrain. Après, est-ce que ce sera Sedic? Est-ce que ce sera Maciel? Bon, Shaw n'a pas vraiment joué tant que ça à ce poste-là, mais c'est vraiment la constante du triangle de Thierry Henry, c'est Wanyama et Piet. Mais quand on voit, si on veut rejouer un peu de la même façon, Maciel a le profil pour jouer devant une défensive. C'est un gars qui va sortir le ballon propre, qui a des options de ballon un peu plus long. Un peu tendre quand même. Ça, c'est sûr, mais on n'a absolument rien d'autre. Donc, si on veut du physique, on n'en aura pas. Donc, il faut essayer d'aller chercher les autres caractéristiques si on veut sortir de la balle de la même façon. Show me, comme tu as dit, Sid, il n'a pas joué beaucoup au milieu, mais c'est son poste. Là. Il va être quand même habitué. On le place à la droite de Sedic. Il va être déjà un peu plus à l'aise. Mais je ne sais pas si on va vouloir, dans un match comme ça de play-off, où on risque d'assumer un peu
le jeu de New England. Je ne sais pas qu'est-ce que Thierry Henry va préférer comme structure. Sofiane, je t'interpelle parce que Sid et Nilton parlent de Maciel, de Chaume, de Sejic, mais pas de Kiza. Est-ce que c'est sûr qu'on ne le verra pas titulaire? Personnellement, je sais pas, bonne rentrée la semaine dernière, le dernier match, je sais pas. C'était bonne rentrée, mais aussi c'était un bon 60-75 minutes de Corrales. Excuse-moi si je me trompe par rapport aux minutes de Corrales. Corrales a quand même fait un bon match, là, comme tout le monde. Facile. C'est ça, donc Corrales a quand même fait un bon match comme le reste de l'équipe, là, peut-être un de ses meilleurs matchs depuis New England, le premier de la saison en mars, là, où, dans le fameux 3-5-2, 3-6-1 de Thierry Henry, là, avec Urruti en pointe, ou c'était Boyan en pointe. En tout cas, c'était le triangle Kyoto, Boyan, Urruti à ce moment-là, mais avec un en pointe. Et puis, Kiza est intéressant. Mais aussi, l'apport de Kiza ou de Corrales, je pense que ce choix-là se ferait peut-être, à moins que les deux fassent le binôme sur le côté gauche, mais je doute fort, c'est que le choix du milieu de terrain, parce que je trouve que quand même l'absence de Wanyama et de Piet va changer avec quel latéral tu vas prendre. Je parle pas de choisir entre Marcelo et Lam, là, mais je parle quand même de ça pourrait avoir un impact sur le choix. Mais le seul truc que tu as pris en question qui était assez mesquine de façon positive, Julien, parce que tu as dit trop préjudiciable pour Wanyama et Piet. Exact. Moi, si tu avais dit préjudiciable, j'aurais dit ben oui, 100%. Et là, j'ai dit un ben oui, j'aurais trop. Parce que trop non, mais je suis d'accord avec toi, mais elle reste pour moi préjudiciable. Moi aussi. C'est pour ça que je comprends pas, parce que Sid il dit non, et après il dit que c'est quand même les deux joueurs qui ont été les plus utilisés. Donc je comprends pas. Pour la qualification, genre effectivement, comme ils perdent, on va dire là, ils n'étaient pas là, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Donc mais genre comme ils gagnent. Ouais, mais là, tu parles de conséquences. Nous, on parle du déroulement du match. Dans le déroulement du match, excuse-moi, parce que moi, j'avais entendu pour la qualification. Donc, j'avais entendu une conséquence. Donc, parce que c'est ça qu'il y a dans le document. Donc, à ce moment-là, vous changez les questions. Non, les gens, ils savent pas s'il y a un document, là. Oui, ils savent qu'il y a un document. On se prépare. Mais par rapport à Kiza, oui. Pour qu'on passe au prochain truc, là, Kiza, Piet, Wanyama, c'est important. C'est la colonne vertébrale. Ils font partie de la colonne vertébrale de l'équipe. Sinon, ils ne seraient pas titulaires à chaque fois. Puis, trop préjudiciable, quand je regarde mon ben oui. Et pour Kiza, moi, je ne pense pas qu'il doit être titulaire. C'est ben non. Est-ce qu'il doit être titulaire? Je dis ben non. Okay. Ça, par rapport à ben non, parce que c'est pas une... Je ne serais pas étonné qu'Henry le titularise. Ouais. Mais pour moi, c'est pas doit être par rapport à ta question, Julien. Puis nos patrons et nos éditeurs après ils vont crier, leur dire oui ou ben non ou non t'es nul. Moi je dirais c'est ben non pour qu'ils aient titulaire de façon obligatoire. Au final, si à partir du moment que parce que c'est quand même comme ça qu'on l'a vendu, on l'a vendu comme un latéral moderne qui a une bonne qualité de passe, et à partir du moment que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour dire que Corrales n'est pas un latéral moderne et qui a une bonne qualité de passe. Donc, à partir du moment que l'Impact va peut-être se mettre dans un mode pour reculer, défendre très bas et aller en contre, et ben à ce moment-là, on va justement compter sur des bonnes qualités de passe vers l'avant pour jouer sur Kyoto, pour jouer sur Bojan. Donc, à mon sens, oui, ça me paraît pas mal une évidence de l'avoir. Après, c'est sûr que l'échantillon est très petit. On l'a 19-20 minutes, donc, mais il a quand même fait des belles passes vers l'avant, ce qu'on a peu vu du moins de la part de Corrales globalement. Donc moi je pense que oui, si Henry a envie de gagner ce match-là, il va mettre, comme on dit, ses meilleurs œufs dans le panier, quoi. Et à mon avis, je pense que je prends la balle au bon, Nilton, et je te donne la parole tout de suite, puisque tu parlais là d'éventuellement que l'Impact allait attendre New England, de par peut-être les absences au milieu de terrain, on va pas tenir le ballon, on sera un peu moins percutant au milieu de terrain. Donc est-ce que vous êtes coach de l'Impact, est-ce que c'est l'option que vous prendriez, attendre et lancer les flèches Kyoto, Toy peut-être, Jackson Hamel, est-ce que c'est ça vers quoi on tend, Nilton? Si toi t'es coach, est-ce que tu... C'est compliqué là, pour Thierry Henry parce qu'il doit comme bricoler une première stratégie. Là. C'est une stratégie totalement nouvelle vu que Wanyama et Piet n'est pas là. Puis après, il se retrouve aussi avec une arme un peu différente avec Kiza. Donc, tu sais, forcément, peut-être que Thierry Henry doit avoir un effectif assez flexible sur le terrain pour prendre ce qu'il y a de disponible.
Il va s'en rendre compte tranquillement, c'est quoi qui va être disponible. S'il veut faire de la possession de balle, ça va être compliqué, là. S'il joue juste à 2 milieux de terrain, faire la sortie de balle propre, ça va être compliqué. Tu sais, il ne faut pas... On l'a vu, là, on a payé sur des erreurs individuelles parce qu'on a trop voulu jouer un certain style, puis des fois, on n'était pas capable. Donc, j'espère que le club va prendre ce qui est disponible. Puis pour revenir un peu à ta question précédente sur Kiza, il ne faut pas oublier qu'on a droit à 5 changements. Puis 5 changements, on n'est pas obligé de faire 5 changements de 20 minutes. Là. Il faut utiliser les outils. C'est des nouveaux outils que les coachs ont un peu la misère à accepter, ces outils-là, parce que c'est contre nature. Si Kiza a 45 minutes dans ses jambes, moi, je pense qu'il faut le débuter. Il faut aller chercher, parce que Kiza va apporter un élément de nouveauté, un danger complètement... De surprise aussi. Oui, exactement. Et si jamais on assume le jeu, on va se retrouver avec d'autres options, là, quelque chose d'encore plus dangereux. Je pense pas que Corrales fait partie d'une stratégie offensive. Il est là pour assumer puis faire un travail. Kiza peut devenir une arme offensive. Et ça va juste dépendre de son physique. Il y a juste Thierry Henry et son staff qui le sait. Mais s'il est capable de faire 45 minutes, débute avec. Et dès que tu vois qu'il n'y a plus les jambes pour le faire, mais c'est pas un changement sur 5, c'est pas cher payé. Non, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'on peut, comme l'a dit Nilton, s'attendre à ce que là, Thierry Henry change un peu son état d'esprit ou son style de jeu pour peut-être jouer un peu plus direct et essayer d'aller jouer dans le camp de New England avec, bien entendu, la vitesse et la puissance de ses attaquants. Et peut-être qu'un Bojan, dans ce cas-là, sera un peu moins décisif sur le match, mais pourrait être au deuxième ballon, par exemple, après des duels. Qu'est-ce qu'on en pense ? Le deuxième ballon de qui ? Ça va dépendre de qui mettra devant. C'est la question que je te pose, puisque je parlais du 11. Est-ce qu'on peut voir une association Toye-Kyoto, d'après vous ? Ou est-ce qu'on garde ses munitions plus tard ? Non, je pense que oui. Devant Jackson Hamel ? Comme tu penses qu'il a pas assez marqué de points dans le game match ? Moi, je pense quand même qu'il va aller... je pense qu'il va plus aller avec un Mason Toye, Bojan et Romel Kyoto. Mais derrière les deux, c'est ça ou Okay. Derrière les deux, c'est quand même quelqu'un qui a montré qui est capable de descendre pour venir toucher des ballons, venir le chercher. Après, on peut compter sur la vitesse de Kyoto et de Toye. Malheureusement, Toye n'est pas vraiment un attaquant qui peut garder le ballon dos au but pour permettre au bloc de monter, mais on peut quand même espérer jouer la carte du contre avec ces deux joueurs qui sont quand même assez rapides, puis qui ont vraiment ce sens du but, non, mais tu vois, ce désir d'aller quand même souvent vers l'avant, quoi. C'est pas des tout droits, mais bon, c'est quand même des gars, surtout je parlais plus de Toye, c'est des joueurs qui peuvent se projeter vite vers l'avant. Autant en profiter justement, comme je dis Nilton, dans les premières 45 minutes, avec l'effet surprise Chiesa aussi, qui peut être, à mon sens, plutôt pas mal. Vous ne pensez pas qu'il pourrait même, je ne sais pas jusqu'à quel point son physique est revenu ou pas? Si on joue, vu que le milieu défensif est un peu abricolé, puis on ne sait pas trop si on va y aller à 2 ou à 3, il pourrait être tenté de faire revenir Urruti, parce qu'Urruti participe beaucoup à la construction de jeu. Il décroche souvent pour venir au milieu de terrain, puis ça peut devenir... Urruti, c'est un bosseur, c'est un guerrier, donc pourquoi pas? Dans ce genre de match, c'est pas du tout... Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Je me pose beaucoup de questions sur vos réflexions sont excellentes, là, vos réflexions, parce que ça fait poser des questions sur comment Henry veut faire, le staff veut faire le pressing de l'Impact de Montréal, parce que j'ai pas pu cerner ce club encore par rapport à la version Henry, là, parce que la pandémie, je pense, elle a mis tout à l'eau là pour avoir une continuité, du moins pour moi. Quel genre de pressing ils veulent faire? Parce que le choix d'Urruti est intéressant, parce que lui, en termes de pressing, c'est constant, là. Tu sais ce qu'il va donner, donc il va pas arrêter. Et quand t'as pas Wanyama et Piet, est-ce que tu vas forcer Amar, Sedic, Martial, tout ça à faire des pressings de la même façon? Est-ce que le bloc va jouer plus haut, un bloc milieu, au milieu, pas milieu, un bloc moyen, un bloc bas, etc. Toutes ces questions, vraiment, je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Et ça m'intrigue un peu parce que New England, quand même, c'est que j'ai vu un peu les stats de leurs 3-4 derniers matchs. C'est très mauvais, là, en passant. Leurs 5 derniers matchs, ils n'ont qu'une victoire. Ils sont vraiment pas dans une bonne dynamique. Mais ce qui m'embête, c'est que je vois aucune tendance. C'est ça qui m'a... Du côté de qui? De New England. Ils ont pas de tendance, c'est ce que j'ai trouvé là. C'est un 4-2-3-1 ou un 4-4-1-1.
Puis ça switch un peu si Facondas joue ou pas. Donc Facondas, c'est comme leur Boyan, là, mais ils tentent. Mais tu as remarqué quand même que ça reste quand même une équipe qui marque très peu, déjà. Genre, déjà, l'Impact marque plus de buts qu'eux. Après, l'Impact encaisse énormément de buts sur beaucoup d'erreurs directes. Beaucoup. Ils tirent beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Ils sont même, je pense, dans le top 10 des équipes qui tirent le plus. Mais c'est ça, je trouve. C'est ça, j'avais noté quand même. La fin de saison, elle est quand même rude, quoi. Dans les 5 derniers matchs, tu as 1 victoire, tu as 3 défaites, tu as 1 nul. Au Gillette Stadium, c'est une des pires équipes à domicile qui est qualifiée en play-off en ce moment. Donc, tu sais, il y a une carte à jouer. Je sais que Sid, la semaine dernière, il disait, ouais, bon, si on va avec l'optique, on est dans les playoffs et tout peut arriver. Et on joue toujours contre des équipes qui sont meilleures, certes, mais là, je trouve que l'Impact a vraiment une carte à jouer face à une équipe qui est un peu malade. Après, t'as oublié, genre, comme au niveau de la défense, c'est quand même l'une des meilleures défenses de l'Est. Je pense que c'est la deuxième derrière Nashville. Donc, je pense qu'ils jouent plus sur l'aspect que eux aussi, ils sont en contre, du coup. Des défensifs, oui, ça, c'est pas une équipe qui comme tu as dit, qui marque beaucoup de buts, qui provoque beaucoup d'actions. Maintenant, c'est vrai que là, il y a le retour. Ils auront leurs 3 joueurs désignés, donc peut-être que ça changera un peu la dynamique, mais ils ont pas beaucoup joué ensemble. Je pense que c'était peut-être la deuxième fois que les 3 étaient alignés. C'était le premier 90 minutes de Carlos Gil cette saison. Cette saison contre l'Union, donc quand ils ont pris un 2-0, mais bon, je pense que c'est bien pour le rythme, pour les jambes. Mais est-ce que c'est une équipe qui est à l'aise à faire le jeu? Je sais pas. Sachant que le dernier match, c'était tellement en trompe-l'œil, puisque bon, c'est Camacho qui donne le but dès la 10e minute, quelque chose comme ça. Donc, tout de suite, t'es dans un autre contexte. Puis après, il y a un deuxième but qui arrive, peut-être à la 20e, je pense. Il mène 2-0 rapidement. Bon, l'Impact revient à 2-1. Ok, mais c'était un match un peu bizarre, parce qu'il y a eu, entre guillemets, trop de buts trop rapidement. Donc, je sais pas sur quoi on peut s'appuyer. Est-ce que même l'Impact, sur les 5 derniers matchs, est-ce que tu pourrais prendre les 5 derniers matchs de l'Impact pour arriver à une conclusion sur son visage vendredi, tu vois? Je sais pas, c'est quand même difficile comme exercice. Non, mais c'est pour ça que j'ai rajouté aussi quand même la forme à domicile, qui est un échantillon un peu plus large et qui est pas très bonne non plus. Donc c'est pas juste non plus les 5 derniers matchs, mais je suis d'accord que même si on prend l'Impact au cours des 5 derniers matchs, tu te demandes pourquoi ils sont en play-off, mais à vous écouter, c'est finalement 2 équipes qui sont assez homogènes, qui ont un peu le même style. D'ailleurs, je me suis mais juste un truc par rapport à New England, c'est que, excuse-moi, Julien, juste le point que je faisais avant, c'est que je voyais pas une tendance avec New England, mais l'Impact aussi, je voyais pas une tendance nécessaire, là, parce que New England, je me dis, ok, ils passent souvent à droite ou à gauche. Au fait, non, depuis 6 matchs, t'entends, ils vont souvent à gauche, t'entends, ils vont souvent à droite. Donc Farrell, t'entends, il est central, t'entends Farrell est latéral droit, donc ça change quelque chose. Mais en termes de atout offensif, c'est pourquoi, Red, tu m'as fait réaliser que New England ne marquait pas beaucoup, ce qui n'est pas normal. Parce que les atouts offensifs qu'ils ont, Thierry Henry, il a ça sous la main, je pense qu'il marque beaucoup. Ah ouais, non, c'est clair, ils ont des bons joueurs. Quand même, Sofiane, juste pour vous dire, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire, ils ont quand même leurs 3. Alors, Gilles n'a pas beaucoup joué, mais que ce soit Buxa ou Bunbury, par exemple, Bou a 5 buts, une passe décisive. Buxa, il a 6 buts, une passe décisive. Bunbury, 8 buts, une passe décisive. Alors, ok, il ne marque pas beaucoup, mais c'est quand même un trio assez décisif. Quand on prend par exemple celui de l'Impact, par exemple avec Boyan qui a 5 buts, une passe décisive, ça se compare. Kyoto qui a une grosse saison à 8 buts, 5 assists. Après on peut mettre Toy, mais bon, il n'a pas beaucoup joué. Uruti, c'est aussi famélique. Donc il marque pas beaucoup, certes. Ah non, Uruti, c'est 5 buts. Hein. Uruti, c'est 5 buts. Hein. Oui, c'est 5 buts, mais là, c'est rien depuis longtemps, quoi. C'est 5 buts. Non, effectivement, mais bon. C'est 5 buts au début. Mais justement, mais ça reste un peu plus que Boyan, mine de rien. Mais c'est un point que j'attendais de faire, Julien, c'est parce que justement, quand on fait statistiquement, on se dit, elle a un pas, ils vont marquer. Et ils ont des trios, si on prend leurs trios là, les plus marquants, et on oublie Tiders qui est les plus là, je dis, forcément, ils peuvent le faire. Mais on voit la qualité des joueurs, intrinsèque des joueurs, je me dis, Bou, Gil, Buxa, je dis, attention. C'est la combinaison d'avoir Wanyama indisponible pour ce match-là et Piet avec le retour de Carlos Gil en milieu offensif. Ouais. On voit on voit la tempête parfaite, là. Le milieu qui se retrouve avec un moyen marquage, ça peut faire mal vraiment. Donc, du coup, la défense centrale va être beaucoup plus exposé. C'est pas comme si Wanyama Piet la protégeait énormément, mais là un peu plus Piet, il suivait quand même pas mal le jeu. Donc ces deux-là, ça risque d'être un peu plus. Mais un truc que je remarque, c'est une impression. Hein. Moi, Lise, malheureusement, on va se baser sur une impression, pas par New England, mais j'ai tout en impression.
Statistiquement, je l'ai vu sur les 5 derniers matchs. En termes de duel aérien, c'est énorme. C'est beaucoup plus de l'impact dans leurs matchs équivalents. Quand ils jouent en même temps, ils gagnaient beaucoup plus de duels aériens que l'impact, mais ils ne jouent pas contre le même club là, en même temps. Là, donc, c'est pour avoir une idée générale. Mais mon impression, chaque fois que je vois New England jouer, genre un petit 10 minutes, ou contre l'impact, ou je vois des highlights, je me dis, ils ont tout l'air très agressifs. Ça, je le remarque, ils ont cette agressivité beaucoup plus accrue, si vous permettez ce mot. Il me donne l'impression d'être beaucoup plus, pas physique, j'aime pas ce mot physique, là, il est trop générique, mais beaucoup plus dans le duel, ils mettent le pied un peu. On a parlé du but de Camacho, l'erreur de Camacho, c'est on voit le pressing, ils voient les erreurs, ils y vont, comme un requin qui coûte le sang dans l'eau. Donc je me dis, est-ce que j'ai l'impression que cette agressivité-là pourrait faire la différence entre deux clubs qui ont l'air en théorie homogènes? Je pense pas que sont. Ah, mais ça, c'est sûr. Là. Je suis d'accord avec toi. Alors que l'Impact, on l'a vu agressif contre un peu Orlando et surtout contre DC, vous n'avez pas le choix. C'est une agressivité de désespoir, alors que New England, j'ai l'impression à chaque fois, ils ont l'air d'être plus forts, plus grands et plus rapides. C'est l'impression que ça me donne, donc c'est pas une analyse d'expert. Beaucoup d'équipes, je trouve, ont quand même cet ascendant physique sur l'Impact. Après, l'Impact, est-ce que c'est dû aussi... Oui, le calendrier a été éreintant et difficile pour tout le monde, mais l'Impact, j'ai l'impression, ils avaient très peu de joueurs avec qui jouer. Genre, après, il y a aussi la stat que Henry est le coach qui fait le moins de changements. Donc, c'était quand même souvent le même effectif qui roulait, qui jouait quand même relativement souvent. Donc, quand tu arrives dans un match où tu dois mettre un aspect physique, bah, si t'es cramé dès que le match il commence, c'est clair que l'adversaire ils vont te rentrer dedans et puis il va te manger la laine sur le dos et tu seras pas capable de suivre. Et je trouve que l'Impact se retrouve souvent dans cette config-là, à courir après le score en plus, dû à des erreurs en défense. Donc au final, l'aspect physique, ils sont pas capables de le maintenir avec à cause de toutes ces raisons-là en fait. Et si on reste dans le data analytique Optazaz là en mode $5 là, c'est patreon.com dans rubrique Personne ne va payer pour ça. Optazaz. C'est que quelle est la différence sur le terrain? Une différence de 6 points dans le classement. C'est ça que je me demande. C'est quand même l'Impact, on pensait qu'ils allaient perdre tous leurs matchs. Ils ont quasiment perdu tous leurs matchs sur les 10 derniers matchs. New England, comme a très bien dit Reg, ils titubent vers les séries. L'Impact a fini avec 26 points. New England juste devant à 32 points. Comment va se visualiser, se métamorphoser cette différence de 6 points? Je me demande à quoi ça ressemble. Parce que Nashville, ils sont à 6 points aussi. Mais Nashville, ça jouait beaucoup mieux. Mais je me dis, est-ce que ce 6 points, c'est un 6 points genre, c'est au cours de la saison? C'est vraiment... Je me demande à quoi ça va ressembler. Parce que... déjà, demande-toi à quoi ça ressemble. 18 buts d'écart en 23 matchs. Hein. C'est quand même beaucoup. Ouais. Ils ont ces deux équipes qui sont... je sais pas, tantôt tu as dit homogène. Je sais pas trop ce que tu voulais dire, Jules, mais c'est pas... on n'est pas dans le même projet. Ils ont l'air homogènes. Non, c'est-à-dire par rapport à tout ce que vous avez énoncé, à savoir que la tendance sur les 5 derniers matchs, c'est une équipe qui perd beaucoup à domicile, qui marque peu finalement New England, alors que l'Impact marque mais encaisse énormément. Donc il y a peut-être deux styles qui s'affrontent et qui sont... C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça reste quand même l'un des matchs peut-être les plus ouverts des pré-playoffs Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est une équipe, je trouve, ils ont des joueurs qui ont roulé leur boss en MLS, tu vois. Même un joueur comme Fagundes qui peut paraître jeune, Fagundes, c'est bon, là, ça fait quand même un 8 ans qu'il est jeune, lui. C'est ça fait 6-7 ans qu'il est en MLS. Un gars comme Callan Rowe, que j'aime beaucoup, qui joue au milieu de terrain, qui est hyper fort. Genre, ils ont des bons joueurs d'MLS qui sont là depuis longtemps, en fait. Donc, tu sens que ces gars-là, ils vont être prêts pour ce match-là. Alors que l'Impact, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, ça reste quand même un gros inconnu, quoi, ce match de play-off. Mais si on continue ton analyse, Sid, parce que c'est intéressant, tu parlais des 18 buts d'écart, tu penses que New England est au-dessus? Non, je pense qu'ils sont pas homogènes. Ils sont très différents. T'as une équipe qui joue beaucoup de longs ballons, qui joue beaucoup justement sur sa force physique, qui gagne énormément de duels, qui défensivement est très solide, un peu moins agressif d'ailleurs que l'Impact de Montréal, même au chapitre des cartons jaunes et le nombre de fautes, etc. Donc c'est surtout pour dire qu'ils ont rien à voir. C'est comme ça que je comprenais pas quand t'as dit que c'était homogène les deux équipes, parce que tu vois que sur les formes actuelles en fait. Dans les formes actuelles, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'Impact, si tu m'avais posé la question il y a 3 semaines, pour moi, l'Impact n'avait aucune chance. Aujourd'hui, c'est un bon point. J'ai l'impression
que ça s'est rééquilibré. C'était malgré l'absence de Piat et Wanyama, parce que je pense que l'émission normalement a fini à 10 minutes ou 20, parce que vous avez dit qu'ils sont déjà éliminés. Hein. Donc là, ils sont homogènes, ils ont une carte à jouer, mais en même temps, il n'y a pas Wanyama et Piat. Parce que là, je me fais attaquer. La question, c'était est-ce que c'est un grand préjudice? Oui, c'est un grand préjudice quand tu as deux titulaires milieu de terrain qui est là quand même va droit ton équipe qui sont absents. Oui, c'est un grand préjudice. Oui. Mais par rapport à New England, parce qu'on. Non, mais ok, bon, on continue à poser des questions comme ça. Est-ce qu'ils vont jouer à 11? Ben oui, ben non, les gars. Bon, s'il est parti à droite, on va à gauche. Peut-être que non. Appelle-nous quand tu reviens, là, comme ça. Mais le dernier match entre les deux clubs, là, ça avait été quand. Tu sais, le score indique pas vraiment l'allure du match, là, le 3-2, là, ça avait été une bonne volée. Là. On avait été très, très loin du niveau New England. Bon, rendu là, on n'avait pas ce match-là, on l'avait joué sans Boyan. Et là, on avait un Boyan un peu plus différent, avec une structure, avec un rôle différent. Mais moi, je suis vraiment inquiet que New England, avec le retour de Carlos Gil, va retrouver comme sa dynamique. Ces 4 joueurs offensifs, c'est peut-être too much pour l'Impact de Montréal, sans Piet et sans Wanyama. C'est pour revenir à la question de départ, là, celle-là, moi, je suis inquiet de se retrouver avec nos 2 meilleurs défensifs face à une machine comme ça qui peut nous faire mal. Then again, l'Impact de Montréal se retrouve à être aujourd'hui un club qui est libéré. Là, je veux dire, dans leur tête, là, ils ont déjà accompli. C'est ça. Ils sont contents parce qu'ils se disent finalement, on va jouer un match qui va nous servir un peu d'entraînement parce qu'autrement, on serait pris avec un mois à Montréal à attendre le 15 décembre. Tout ça, c'est du bonus. Même si Montréal se prend un but rapidement, c'est pas grave. Je suis sûr que dans leur tête, ils se retrouvent dans une situation mentale toute nouvelle. Depuis des mois, ils ne se retrouvent pas. Ils y croient. Ils y croient jusqu'à la fin. Puis ils se disent, c'est pas grave si on perd 1-0, 2-0. Bon, de toute façon, peut-être qu'on aurait été. On n'était même pas censé être ici. Fait on va essayer d'en marquer un but. Dès qu'on marque un but, ça peut s'enchaîner rapidement. Et c'est le genre de match que finalement, on ne va peut-être pas le gagner tactiquement, mais juste avec le mental. Et moi, j'haïs quand les gens parlent comme ça d'un match de foot, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il fit dans ce style de résultat. Et je suis coupable de ça aussi, Newton, parce que je suis un peu enivré, un peu ivre un peu de cette magie des séries MLS. Je me dis, putain, avec Henry, on ne sait jamais, peut-être il y a quelque chose qui va arriver. La CONCACAF nous a fait rêver. New England, au mois de mars, on se dit, les gars, on sent que c'est chaud, il y a un 3-5-2, on va y arriver. Et est-ce que je suis un peu sous le charme de sa vidéo d'avant et d'après-match, là, Condition United, son fameux speech, son discours d'avant-match et d'après-match? Oui. Moi, j'ai la petite magie, la petite fée là, du foot là, qui me fait dire, il faut y croire. Donc oui, mais mon Altazaz est clairement... est clairement influencé par toute cette magie des séries qui me fait dire que malgré l'absence de Piat et Wanyama et que New England a clairement des atouts offensifs plus intéressants. Puis le gars que je trouve le plus dangereux, c'est Buxa. Je trouve hyper dangereux, un vrai le Polonais, là, c'est vrai qu'il est vraiment... Manette. Bah ouais, exactement. Manette. I don't know how you call him. Il va trop vite, lui. Il va trop vite. Non, mais c'est vrai, il va trop vite avec une défense un peu... Oui, et si l'Impact commence à jouer haut, ça va faire mal. Mais en tout cas, je tergiverse là, mais pour dire que toute mon analyse était basée sur une vidéo Twitter et genre le fait que je crois à la magie des séries. C'est intéressant, sauf merci beaucoup à vous tous sur cette petite première partie en route vers les séries. Mais tu me fais une petite base décisive puisque j'allais entamer un deuxième sujet sur Thierry Henry de façon un peu plus globale. Et effectivement, j'avais envie de parler de plusieurs points et j'allais entamer sur sa gestion de l'effectif et de son rapport aussi qu'il avait avec les médias avant la pandémie, ce qu'on voyait, les promesses. Dans un premier temps, juste sur sa gestion de l'effectif, est-ce que finalement cette accession aux playoffs valide finalement cette saison assez mouvementée parce que Reg l'a dit, c'est quelqu'un qui a très peu changé son effectif. Il est quand même resté sur ses idées. Donc, est-ce qu'il fallait vraiment cette accession aux playoffs pour valider une bonne fois pour toutes ses choix? Et finalement, ce petit jeu qu'il a avec les médias, et sauf tu vas nous faire rouler quelques petits clips, mais ce petit jeu qu'il a de chat et la souris avec les médias, c'est validé aujourd'hui. Vas-y, Reg, vas-y. Le truc, c'est que c'est un travail à long terme. Je pense, même avec Olivier Renard, ils ont un projet.
ils ont un projet à long terme, c'est évident que d'avoir la possibilité d'accéder aux playoffs dès la première saison, c'est un plus. Est-ce que c'est ce qu'ils visaient? Peut-être pas. Ils vont te dire que non, c'était que du bonus. Mais bon, au final, tout le monde est très content qu'ils se retrouvent en playoffs. C'était pas ce qu'ils visaient peut-être dans les 8 premiers, mais une fois que c'est passé dans les 10, peut-être que ça a changé, c'est ce que tu veux dire? Oui, puis je me dis aussi que c'est un projet en construction et malgré la situation actuelle, que ça soit la pandémie, que ça soit plein de trucs, je trouve la pandémie est beaucoup plus difficile pour une équipe qui a un nouveau coach, des nouveaux joueurs. Puis je le redis, comme c'était la semaine dernière, le côté de se délocaliser, il y a très peu d'équipes qui ont vécu ça. À Vancouver, Toronto et Montréal ont vécu ça. Et Montréal est quand même l'équipe des 3 qui a eu le plus de chambardements au point de vue administratif et d'un point de vue aussi effectif. Donc, tout ça mis ensemble, je trouve que oui, c'est gratifiant et c'est une bonne chose. Et pour moi, c'est un plus. Il s'est rendu en playoff, mission accomplie, mais il faut garder un peu en tête que c'est un projet à long terme que Henry essaie de mettre en place. Parce que moi, je trouve quand même déjà au niveau du jeu, c'est très loin d'être parfait, mais on sent ce qu'il essaie de prouver, comme s'il avait dit à un moment, c'est vrai, c'est à travers la ligue, c'est connu que l'Impact a une identité. Ils essaient de jouer au sol, ils essaient de bâtir de l'arrière. Ça a causé beaucoup de problèmes avec Diop parfois, qui a fait des remises un peu hasardeuses, mais it's a work in progress. Et moi, je pense que clairement que c'est une bonne chose pour l'Impact, ça c'est sûr. Sauf, est-ce que tu peux nous faire rouler ton petit clip? Déjà, parce que ouais, j'aimerais bien, s'il te plaît, parce que j'aimerais passer aussi, c'était ma question aussi dans la relation avec les médias, puisque ça fait partie d'une gestion finalement à l'année, qu'il a dû aussi affronter Thierry Henry, puisqu'on sait dans ses expériences précédentes, notamment à Monaco, que c'était difficile, voire compliqué, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui l'intéresse, ou enfin, j'aimerais qu'on en discute. Ok, donc ça c'est différents clips que j'ai compilé des 2-3 derniers mois. Là, j'ai pris une ou deux conférences, j'ai trouvé quelques clips, donc c'est récent. Pour un peu montrer Thierry Henry versus les médias. Évidemment, on veut du clickbait. Donc, le premier que je veux faire rouler, les 2 premiers, c'est pour donner du contexte, c'est Thierry Henry. Thierry Henry qui donne l'information, Thierry Henry qui discute. On va écouter Jérémy Filosa, ensuite Dave Lévesque. Bon, vous avez parlé des complexités ce soir. Vous n'avez pas été en mesure d'habiller, bien sûr, les 20 joueurs. Là, selon mon calcul, Binks ne pourra pas jouer. Fanny est blessée. Est-ce qu'il y a une crainte que vous ne pourrez pas vous rendre au minimum pour un match et que vous allez peut-être même devoir déclarer forfait pour samedi? Non, tu vas un peu loin, Jérémy, déclaré forfait. Mais c'est pas la première fois qu'on se retrouve à 14 ou 15, New York Red Bull, c'est pas la première fois qu'on n'a pas d'attaquant sur le banc. What a clown! Calme-toi, Reg. Donc, s'il faut faire jouer un arrière droit, ailier ou attaquant, ben on le fera. Il faut faire avec ce qu'on a, tout simplement. Mais je pense qu'on a assez de joueurs quand même pour mettre un joueur sur le terrain. Donc, ça, c'était relation d'intimité avec un journaliste régulier comme Jérémy Filosa. Donc, il le connaît. Donc, il dit t'exagères, mais avec le respect. Oui, donc, tout à fait. au moins, on voit cette facette, tu sais, parce qu'on ne veut pas montrer une fausse image de Thierry Henry, là, le méchant, sur Twitter. On voit seulement ce qui est négatif ou hyperbolisé. Donc, maintenant, la prochaine, j'appelle ça Thierry Henry, le relire de Scoop. Avec le Journal de Montréal. Bonsoir Thierry. Pas une question sur le match à proprement parler, mais on a été plusieurs à remarquer que Evan Bush n'était pas en uniforme ce soir, ne semble pas être blessé non plus. Est-ce qu'on peut avoir des explications à ce sujet? Il va y avoir un trade, donc voilà, tout simplement. Et voilà, il y aura un trade. Donc, il n'est pas payé au bon. Donc c'est exactement ça. Il a une information à donner, c'est une rumeur qui allait sortir peut-être rapidement. Il gère le message, il lui dit des choses. Bush est déjà dans l'avion pour Vancouver, c'est réglé. Et ça, c'était qui? C'était Dave Lévesque? Dave Lévesque, exactement. Donc maintenant. Ouais, pourtant, c'est un régulier, quoi. Tu vois, tu te dis. Oui, mais Dave Lévesque s'est plaint un peu de lui, là. Donc c'est juste pour montrer un peu. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Bonjour Thierry, pas nécessairement une question, plutôt une précision. Est-ce que Clément a complété sa période de confinement? Est-ce qu'il peut être de retour avec le groupe et pourrait potentiellement être le gardien titulaire demain?
Il sera de retour avec le groupe, oui. Après, on verra ce qu'on va décider. Mais il sera de retour avec le groupe. James numéro 2 ou est-ce que le poste de numéro 1 est toujours à prendre en fonction des performances? Ça, c'est Olivier Brett. C'est des discussions que j'ai avec Rémi Vercourt. Rémi a une vision des gardiens. Quand tu es coach, il faut aussi déléguer. Gardien, c'est un poste à part. Avant l'entraînement, ils sont souvent ensemble. Je sais que vous ne voyez pas. Ils sont souvent ensemble à s'entraîner et c'est là que... Donc, Dave Lévesque demande par rapport à Clément Diop. Je peux intervenir là? Bien sûr. Donc, parce que là, tu vois, et ça me dérange. Parce que là... Non, parce que là... La partie controversée. Là, c'est ça, non, mais là, par exemple, et ça me surprend d'un gars comme Olivier Brett, c'est... Là, je trouve, c'est... Il y a eu un manque de culture dans cette question-là. Parce que moi, je trouve cette question-là, c'est trop une question de hockey. Dans le hockey, tu peux avoir des trucs de numéro 1, numéro 2. Au foot, ça existe beaucoup moins. Genre, globalement, beaucoup moins. Tu as un gardien numéro 1. Mais là, l'autre gardien numéro 1, juste, il revient de 2 semaines d'arrêt. Il reprend sa place. Genre, comme dans avec une situation personnelle. Donc, parfois, mentalement, tu n'es pas certain que qu'il pourra faire son travail correctement, tu vois, sachant que... Mais c'est pas la question. Attends, la question. Ok, laisse-moi rouler la question. Peut-être que je l'ai coupée. Demande une seconde. Avant Dave, je voulais justement, Thierry, c'est pour faire du pouce sur la question de Dave. Je voulais savoir comment la dynamique entre les gardiens a changé. Au début de la saison, il n'y avait pas de numéro 1 attitré avant que la campagne commence. À court, moyen terme, est-ce qu'il y a une hiérarchie peut-être un peu plus établie depuis le départ de Evan avec Clément numéro 1 et James numéro 2, ou est-ce que le poste de numéro 1 est toujours à prendre en fonction des performances? La question est comme légitime, Raj, parce que... Non, mais tu l'avais pas joué comme ça tout à l'heure en passant. Oui, et ma bad, c'est pourquoi j'ai essayé de la jouer. Non, mais gars, c'est vrai, genre, faut dire les choses. Genre, il manquait la moitié de la question, genre, c'est rien. Et c'est ma faute, sans faire exprès, j'ai skippé. Puis je dis non, là, j'ai Raj et on a failli se faire massacrer par tout le monde. Avoir un incident diplomatique. Non, mais autant pour moi, mais oui, parce qu'il manquait la moitié de la question. Et là, vu qu'il a parlé du début de saison, qu'il n'y avait pas un poste attitré de numéro 1, numéro 2, que Bush est parti. Cool, il y a une hiérarchie, il y a un fil conducteur, il n'y a pas de problème. Juste comme comment tu l'as mis la question, je trouvais que c'était trop. Il est parti 2 semaines, il revient, est-ce qu'il est encore numéro 1? Non, c'est ma faute. J'ai fait un skip malheureux de ma part, désolé les gars. Mais c'est intéressant ce qui vient de se passer parce que très souvent en fait on n'a pas les questions, donc on n'a pas forcément le contexte dans lequel on étant Twitter, et donc on n'a pas forcément le contexte dans lequel les questions sont posées, dans lequel les réponses sont données. Donc c'est pour ça que je m'efforce sur la chaîne YouTube du Cannes Football Club de vous mettre les conférences de presse au complet. Donc allez vous abonner, plug, parce que là vous avez la question du journaliste et donc là vous comprenez mieux la réponse de Thierry Henry puisque genre c'est une réponse, c'est suite à une question. Donc. Désolé les gars pour la question technique, vous me voyez bien encore parce que moi je suis en full screen, je vois rien d'autre. Non, on te voit très bien, sauf. Super. Très bien, c'est super. Patreon.com/Football Club. Faut que je m'achète un deuxième écran. Pour un deuxième écran. Donc maintenant, là on rentre dans le vif du sujet, c'est un peu long. C'est la fameuse question qui tue sur la formation avec Jérémy Filosa, c'est un peu long, donc je vais peut-être skipper un mi-chemin. Non. Tout est là. Ah non, tout est là. C'est là pour débattre. Ok. It's gold. Comme dirait The Joker, here we go. Souvent ensemble à s'entraîner. De formations différentes. Dans le 5-3-2, la fiche est pas très bonne. 2 victoires, 8 défaites, 4 matchs nuls, un différentiel de -10. Dans le 4-2-3-1, c'est 5 victoires, 5 défaites, différentiel de -1. Combien de fois on a joué en 5-3-2? Je ne comprends pas. Ben, 5-3-2, dépendant de comment vous le voyez, bien sûr, on a déjà parlé de tout ça, on ne reviendra pas là-dessus, mais la formation qui montre... Je voudrais juste finir ma question. Quelque chose qui se fait rarement en conférence de presse, c'est que le coach qui interrompt... Non, juste pour dire au contexte, c'est rare que le coach interrompe la question comme ça. Je recule de 5 secondes. Là-dessus, mais la formation qui montre... Je voudrais juste finir ma question. On a joué comment le dernier match? Pardon? Le dernier match, on a joué comment? Pour moi, c'est en 5-3-2 avec 5 défenseurs. C'était pas un 5-3-2. C'était pas un 5-3-2.
C'était un 5 contre 1. 5-4-1. 5 contre 1. OK. Donc, 5 formations à 5 défenseurs versus formation à 4 défenseurs. Jérémy, reste sur le débat de 5 derrière, il n'y a pas de problème. Mais si tu prends 5-3-2, on n'a pas joué en 5-3-2. Et parfait. On n'a pas joué en 5-3-2 ou tu crois qu'on a joué en 5-3-2. 5 défenseurs, je peux comprendre. OK, c'est bon, parfait. On s'entend là-dessus. C'est bien. Maintenant, vous avez What a clown. Qui ont plus d'options. On a vu sur le banc dans le dernier match qu'il y avait des éléments là pour faire quelque chose. Est-ce que vous avez tendance plus à porter vers le 4-2-3-1 pour le reste de la saison? Non, pas du tout. Contre Philly, contre pas mal d'équipes, contre notamment New York City, si tu regardes le match, j'espère que tu l'as bien regardé. L'attaque On numéro a 1. bien empêché de sortir la balle de derrière parce que nos latéraux étaient hauts. Donc, on se retrouvait dans un 3-6-1. Si tu regardes bien le match à chaque fois. Et voilà, la Pas deuxième. souvent sorti la balle. Malheureusement, on a fait une erreur qui nous a coûté très cher. Mais là, on a géré des matchs où on a joué en 4-3-1-2. Tout dépend de la formation, tout dépend comment ils jouent, comment ils aiment sortir la balle de derrière. Donc, de temps en temps, tu essayes de bloquer la sortie d'une équipe, comme New York City qui aime bien utiliser leurs latéraux. Donc, quand tu joues avec 5 derrière, je vous ai déjà expliqué 10 000 fois que c'est pour avoir une défense à 3 et avoir plus de monde au milieu et aller presser beaucoup plus haut, donc pas défendre. Chose qu'on a fait et gêner Philly à Philly, gêner New York City, gêner Columbus, plein de fois. Après, si tu ne mets pas les balles au fond, ça c'est un autre débat aussi. Mais voilà, donc tout dépend contre qui tu joues. Bon, c'était un début un petit peu rough, mais à la fin, on a quand même un côté éducation pédagogue. Mais c'était un peu rough. Pour jamais Attends, Nilton, vas-y. Nilton, je sens que tu veux dire quelque chose. Une chance que dans les conférences de presse, ils n'allument pas les micros des autres personnes parce que ça serait incroyable, là, les commentaires que les gens doivent se dire. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la dynamique qui existe puis le ton utilisé par Thierry Henry. Puis, méga parenthèse, on fait un sujet qui peut-être n'intéresse pas les fans parce que c'est vraiment la dynamique entre médias et Thierry Henry. Et la dynamique Thierry Henry avec les fans, elle est tout autre. Tu sais, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais c'est quand même assez important parce que éventuellement... Parenthèse très importante que tu viens de faire. Parce que éventuellement, si ça n'intéresse pas ou si ça n'implique pas les fans, éventuellement, il va y avoir une répercussion sur les fans parce que le média, c'est le lien entre les deux. Son ton de voix à chaque question, je ne comprends pas pourquoi il est tellement en mode ça m'emmerde d'être ici. Moi, je le vois pas comme ça. Je vais juste le terminer, puis après, je te laisse. Il est dans un contexte totalement différent. C'est peut-être son background là, européen, français, avec les conférences de presse. Il y a une certaine habitude de challenge et confrontation. Ici, à Montréal, c'est pas tout à fait ça. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui essaye de le challenger. Il n'y a personne qui essaye de le piéger. Quand on pose des explications, ça ne veut pas être... C'est pas synonyme d'attaque, éventuellement. Tout le monde ici à Montréal, 99% de médias et des fans étaient d'accord avec son embauche. Tout le monde est content. Et tout le monde se place un peu là, les deux mains en dessous du menton, puis il écoute parler. Tu sais, il peut dire exactement tout ce qu'il dit sans laisser la petite craque, la petite attaque. À quoi ça sert de dire au descripteur des matchs de l'Impact de Montréal depuis tant d'années, à quoi ça sert de lui dire « Je ne sais pas si tu as regardé le match. » C'est pas la première fois qu'il dit ça. Si c'était la première fois en conférence de presse, fine. Là, après la première fois, il y a quelqu'un qui doit lui dire « Thierry, le gars, là, il décrit tes matchs. Arrête de dire ça. Là. Utilement, ça va te nuire parce que tranquillement, il est en train de se créer des ennemis là où c'est vraiment pas nécessaire. Et si chez certains médias, il se crée des ennemis, à un moment donné, ça va avoir des répercussions sur les fans. Mais je vais lancer une perche. C'est-à-dire, non, va plus loin. Va plus loin. Ça va avoir des répercussions sur les fans, comment ça et pourquoi? Parce que des médias, c'est des... c'est une influence. C'est une influence d'opinion, éventuellement. Il va avoir, tout d'un coup, les personnes qui commencent à ne pas aimer Thierry Henry vont se retrouver avec une voix possible chez les médias. Je veux dire, veux pas, quand ça fait 2-3 fois qu'on te demande si tu regardes les games ou ça fait 2-3 fois que tu poses une question puis que le journaliste, il se fait dire « Non, c'est pas une bonne question, on ne pose pas cette question aujourd'hui. » C'est humain. Le journaliste, il va juste attendre que tu moffes.
Puis la journée que tu vas te planter comme coach, mais il va te planter très, très sévèrement dans les médias. Et ceux qui doutent de Thierry Henry vont voir dans les médias des arguments pour douter encore plus du coach. Et c'est plate, mais une conférence de presse, c'est aussi un jeu d'influence. Il doit utiliser cette conférence de presse-là pour regrouper les forces autour du club. Puis, quand il n'y a même pas de raison d'être en défensive, se créer cette ambiance, cet environnement de confrontation, je trouve que c'est complètement contre-productif pour lui, juste pour lui. Moi, sérieux, comment je le vois, c'est... je peux être d'accord avec toi, le côté que ça reste quand même le descripteur des matchs et de dire, genre, à 2 reprises, si tu regardes le match... Ouais. Moi, le seul truc, c'est que il faut comprendre un truc, c'est que ce gars-là, à mon sens, il n'est pas venu ici pour, peut-être à défaut, ou peut-être si les gens sont déçus de ça, mais il n'est pas venu ici pour avoir un rôle éducatif. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il est venu ici, il a une job à faire, il doit améliorer les jeunes. Il doit aussi créer une certaine plus-value pour des jeunes et faire gagner l'équipe dans l'absolu et que le public, quand il y aura lieu d'aller au Stade Saputo, puisse se divertir. Son problème est de sources de gens qui le côtoient ou même en lisant plein d'autres trucs, beaucoup de gens disent qu'il est très exigeant d'un point de vue football globalement. Fait que si un journaliste, comme je te dis, qui vient et que sa question est moyennement préparé, parce que Jérémy Filosa, quand il dit une défense à 5, sa défense à 5, là, quand il parle de défense à 5, il se fie juste au tableau quand TSN ou TVA Sport, ils disent, voici l'alignement, le 11 partant de l'Impact de Montréal, brought to you by Vidéotron, mais il voit qu'il y a 5 gars, fait que là, il dit défense à 5. Mais quand tu vois que le mec, pendant toute la semaine au centre Nutrilait ou peu importe où il travaille avec son équipe pour avoir une équipe qui a une formation évolutive, ben lui, ça le frustre qu'il y a un gars qui dise « Bon, mais quand tu joues à 5, ben t'as perdu 2 matchs. Puis quand tu joues à 4, ben oui, de toute façon, c'est un gars qui est comme ça. C'est comme rendu un moment. C'est juste, moi, je trouve la préparation de la question, est-ce que je vais finir ça 2 secondes? C'est que moi, c'est juste ça mon problème. C'est que il est pas exempt de tout reproche là. Après, c'est un mec de tempérament, il est comme ça, il est exigeant. Donc il s'attend à ce que comme les questions qu'on lui pose, le challenge. Je suis d'accord avec toi, Nilton. Ça se trouve que ici, ils vont pas le challenger. Ils sont là limite pour l'accompagner. Mais lui, il le voit pas comme ça. Lui, il le voit Reg, je veux juste... Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis le matériel de la réponse de Thierry Henry, j'ai pas de misère, OK, avec ce qu'il dit. C'est la façon qu'il dit. Parce qu'il faut pas oublier que ce qu'il va dire, ça va se retrouver dans les médias. Et la question de Jérémy Filosa, et ça aurait pu être ma question, ça aurait pu être la question de n'importe qui d'autre, c'est des questions que le partisan qui regarde la game puis qui finit le match, il se la pose. Il se dit, merde, à chaque fois qu'on joue à 5, dans sa tête, on joue à 5, on perd. Pourquoi il continue à jouer de même? Ouais, mais un journaliste, c'est pas un partisan, tu vois. Un journaliste, analyste, est censé comprendre dans quelle formation il joue et donc arriver avec beaucoup plus de précision et de contexte. Qui répondent à cette question-là, tout simplement. Vous autres, vous trouvez qu'il y a certaines questions qui ne devraient pas du tout se poser, c'est ça? On est rendu vous autres? Non, mais... Donc, c'est important le contexte, parce que, par exemple, on a vu au dernier match, il y a eu 3 formations qui a été employé. Il l'a dit dans les vestiaires dans son après-match. Et nous, à l'émission, à un moment donné, Nilton et moi, on se posait la question sur la formation. On n'était pas sûr. On avait un doute parce que on se disait, mais c'est vrai, est-ce qu'ils ont joué en double pivot? Est-ce qu'ils ont joué en 4-4-2? Et on avait ce doute-là parce que de ce qu'on a regardé, c'était pas aussi clair que la formation de base, et où tout simplement, avec les changements qui ont été faits, le doute s'est un peu installé sur leur animation. Donc, dans ce cas de figure, personnellement, c'est moi, et c'est pas du tout. Moi, je vous dis. Tu poses ta question avec un doute. Je suis très grand fan de Jérémy. Ça, c'est vraiment une personne qui, comme j'ai beaucoup d'admiration aussi pour son travail. Donc, on se côtoie d'ailleurs souvent grâce à Alexandre Kenol, à Patrice Bernier, ses amis. Donc, ça n'a rien à voir avec Jérémy, mais c'est que le doute va m'animer dans la façon de poser la question. Et c'est là où
on rentre plus dans ce qu'apprécie Thierry Henry, c'est d'avoir moins de certitude. Maintenant, moi, je le dis, je le répète, Thierry Henry joue pas le jeu parce qu'il peut aller au-delà de ça. Ce qu'on comprend dans cette question-là, c'est que, et à un moment donné, on faisait tous un petit peu le constat, ils sont pas plus meilleurs, entre guillemets, quand ils sont à 4 ou ils ont l'air un peu plus instables à 5 parce que genre, finalement, les ailes sont moins, enfin, le côté opposé est moins bien défendu. On a fait des analyses de but ici où on montrait à quel point la défense à 5 les exposait. Donc, grosso modo, on sait que la question de Jérémy va dans le sens que une comparaison entre 4 versus 5. Maintenant, dans les éléments qu'il amène, il y avait des éléments que Thierry Henry a jugés faux, et c'est là qu'il arrive sur cette affirmation. Tu regardes pas les matchs. Et puis, oui, dans le cas de Jérémy Filosa, c'est inapproprié puisque c'est le descripteur officiel de l'Impact de Montréal. Donc, comme de dire ça à Jérémy Filosa, à des Frédéric Lord, à des Grant Needham et à toutes les personnes dont c'est la job de décrire le match. C'est sûr que ça va sonner faux. Donc, ça c'est évident. On se rejoint. Mais il faut prendre la perspective de Thierry Henry sur le côté que si dans ta question il y a des éléments qui factuellement qui sont faux, forcément tu orientes la réponse d'une manière qui ne fait aucun sens. Et au pire, ce que vous avez dit les trois là, c'est que je suis d'accord avec les trois. Je pense qu'on est tous d'accord. On est sur la même longueur d'onde, dans la même zone de perspective. Là, c'est que le mot que tu as utilisé que j'adore ici, c'est le contexte. Perspective, n'est-ce pas? C'est que c'est comme un Thierry Henry. Donc Thierry Henry, c'est qu'il y a comme un personnage qui nous vend à travers ses interventions médiatiques en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Le Thierry Henry de Sky Sports, c'est un autre personnage très différent, encore plus, beaucoup plus sympathique là, mais toujours aussi dur s'il le faut. Et du moins de ce que j'ai vu quand il était à Sky Sports via leur YouTube. Donc petite parenthèse, c'est pas les mêmes fonctions. C'est pas que c'est un personnage différent, c'est que c'est pas les mêmes fonctions. Oui, mais c'est très important. Tu te dis c'est vrai que c'est important, c'est pas le même rôle. Oui, mais c'est quand même des personnages différents. Moi, j'utilise le mot personnage par rapport à la télé. C'est vrai que moi, je comprends que comme il y a des aspects différents de sa personnalité qui ressortent en fonction des rôles qu'il doit faire. C'est comme jouer, coacher ou analyser. C'est ce que je dis. Joueur, entraîneur et analyste à Sky Sports, c'est des rôles différents. Donc, le personnage Thierry Henry, il ressort différemment parce qu'il y a des rôles différents très bien décidés. Donc, par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même le point commun entre tous ces rôles-là, c'est Thierry Henry. Il y a quand même une personnalité qui est la même, qui ressort à travers ces différents rôles-là. Et Red, je le dis très souvent, on l'a vu, il a eu un documentaire sur Canal+, avec, je pense que c'était avec son Dacour. Dacour, Dacour, TF1, je pense avec Petit, où il était à New York. Exactement, il était encore Red Bull, je pense, donc, où il vivait après sa retraite. Donc, on voyait le gars qui était un peu très sec. Il disait clairement, moi, je voulais pas parler ou j'aime pas trop parler, etc. Donc, je conseille d'aller les trouver sur YouTube et ailleurs. Il y a quand même un minimum. Je me dis, ok, je vois ça en Thierry Henry. La façon dont il a répondu à Jérémy Filosa, le ton, tout ça, je l'ai vu ailleurs. Mais maintenant, quand son interlocuteur, c'est Filosa, oui, c'est un peu gênant. Mais deux choses que je vais rouler, ça dure 2 secondes pour illustrer. Là, vous avez remarqué, Thierry Henry, il portait un masque. C'est en pandémie. Là, en ce moment, il n'y a pas de masque. C'était avant qu'ils perdent 50 matchs, les 50 derniers matchs. Là. Tout le monde est content, tout va bien. Et écoutez ce qu'il dit aux journalistes en anglais. Bon. Quand même, il parle pas beaucoup de matchs, mais le gars il dit c'est quoi la question? Il dit au moins une bonne question quand même. Donc, le contexte est très différent, mais il y a quand même un gars qui est un peu frustré. Pas frustré, il répond d'une façon un peu, je sais pas quoi dire, mais on le voit quand même. Et mon dernier last evidence, comme on dit, ça, je l'ai trouvé, j'ai mis du temps pour la trouver. C'est la dernière. Ah ouais, sa dernière interview en tant que joueur. Sa retraite, là, il perd en série contre les. Il avait le seum, il a juste pas gagné, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Exactement. Mais je n'étais pas choqué parce que c'est Thierry Henry. On va écouter ça, puis vous allez voir. Wow. Voilà. Donc, et je dis pas ça pour critiquer Henry, hein. Je donne juste du contexte à tout le monde par rapport à mon point que. Non, mais tu devrais. Vas-y, finis, Saf.
Ce sont des éléments d'information. C'est comme parce qu'au niveau du contexte, là, il est joueur. Donc, en tant que joueur, coach, c'est comme analyste, c'est pas pareil. Je trouve que, genre, comme j'avais tweeté la petite vidéo là, pour les 20 ans de Wenger à Arsenal, où il était venu, genre, et là, il est analyste. Et aussi face à une personne qu'il apprécie énormément. Voilà, c'est un Thierry Henry qui est tellement dans la joie et c'est aussi une personne qui est très enthousiaste, qui a beaucoup de choses à dire. Simplement, pourquoi moi je parle vraiment de ce que Sky Sport aurait dû représenter pour lui, c'est un envers du décor. De la même façon que le 1 an que Mourinho a fait dans les médias lui a permis de comprendre la logique des personnes qui y travaillent, il y a des médias qui sont chroniqueurs, qui sont d'opinion. Il s'est même ouvert un compte Instagram meme. Non, mais exactement. Et donc là où moi c'est ça, genre, comme je trouve que de parler de Sky est important dans l'aspect que là tu vois comment ces personnes travaillent, tu vois ce qu'ils cherchent à accomplir quand ils posent des questions et qu'ils sont à la recherche d'informations, et que maintenant que l'occasion t'est donnée d'être de nouveau devant les micros, je pense que ton attitude devrait être différente, en tout cas aurait dû évoluer versus l'attitude que tu as fini par développer en tant que joueur. Maintenant, oui, des personnalités, ils n'ont pas la même expérience aussi. C'est quand même dur. Pour lui, c'est très nouveau le poste de coach. C'est pour ça que son truc dans les médias, il peut pas lui donner la même expérience que ça a pu donner à Mourinho. Mourinho, il a été dans les médias après avoir fait comme 15 ans de coaching. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je trouve que ça reste quand même. Mais je suis d'accord avec toi que ça doit donner clairement comment je pourrais dire, comme tu dis, je suis d'accord, ça doit l'aider pour comprendre. Parce que excuse-moi, Neil, je te laisse finir. C'est que c'est pour faire du pouce à ce que disait Nilton, dans le sens que très généralement, les médias en fait ne sont pas des ennemis. Il faudrait qu'on fasse des émissions vraiment sur comprendre comment pas fonctionnent les médias, c'est pas ça, mais qui sont les différents médias avec lesquels le coach interagit. Il faut comprendre que que les Michel Lamarche qui vont écrire leur papier pour Associated Press, la presse canadienne, que comme pareil Nicolas Landry qui écrit son papier aussi pour RDS, c'est pas les mêmes rôles que va avoir un Tony Marinaro, qui est très rarement d'ailleurs aux conférences de presse, qui va être dans de l'opinion, qui est moins dans de l'information, qui est dans l'opinion par la suite, ou des rôles que parfois il y a des gens qui ont deux casquettes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où comme Olivier Brett va être dans l'information, parfois il va être dans l'opinion, donc c'est des rapports très différents, et que généralement d'ailleurs c'est les médias qui sont les plus parfois les plus agressifs, ou ceux qui ont la plus grande tribune sur nos réseaux sociaux. Ils sont pas aux conférences de presse. Si on va prendre les exemples français, mais comme les Daniel Riolo ou les Pierre Ménès de ce monde ne sont pas aux conférences de presse. Ils sont pas. Donc c'est toujours un espèce de triangle. Enfin, il y a un carré parce qu'il y a le public, mais bizarre entre ceux qui te posent des questions, qui font un travail de création de contenu, d'information primaire. Tu réponds à des personnes qui sont, eux, en plateau ou dans leurs émissions et qui te critiquent et qui sont pas ceux à qui que tu fais affaire, pour un public qui, après, comme lui, fait un peu la part des choses, sachant que quand son club gagne, le public, il s'en fout. Comme ça, que tantôt, j'ai un peu tiqué sur quand Newton a parlé du public. Mais le public, là, il a pris son petit quote dans les vestiaires, il a pris ses images au ralenti à la sortie de l'avion, et on a gagné. Et puis, les affaires de la petite vidéo qu'on vient de rouler là, ils s'en foutent, mais complètement. À l'inverse, quand l'équipe perd, à ce moment-ci, on est dans des rapports différents. On retient beaucoup plus l'idée que il faut faire beaucoup de changements dans un match de foot. Il y a 5 changements, il faut utiliser les 5. Voyons, c'est quoi? C'est pas une règle comme le jeu vient à droite, on va à gauche. Mais voilà, c'est qu'à ce moment-ci, comme tout d'un coup, les journalistes qui ont des opinions très tranchées, vont avoir un écho. Mais encore une fois, finalement, c'est la victoire. C'est la victoire ou la défaite, c'est le résultat. De la même manière que nous, on prend pas autant de Patreon si l'Impact se qualifie pas. Et quand on dit le meilleur marketing, c'est la victoire, il faut comprendre c'est dans le sens que les mêmes images qui sont créées par Impact Media, parce qu'ils ont à chaque match ces images-là, tu les mets un soir de défaite, mais personne ne les trouve aussi belles, et oh là là, et les émotions, et derrière chaque victoire, on a la meilleure équipe de communication comme de la MLS, c'est toujours ça. Mais encore là, ça dépend, parce que tu sais, des réactions dans une
des réactions dans un vestiaire après une défaite, ça peut être hyper intéressant, puis c'est humain, puis ça vient chercher. Ça fait la job aussi. Pour nous qui apprécions comme le foot dans une globalité et dans un et moins binaire. Le documentaire de Tottenham nous a montré d'ailleurs. Exactement, ça on l'a tous dit la semaine passée, mais je pense quand même que tout d'un coup, ces questions-là ont de l'importance en fonction d'un contexte comme sportif. Un contexte sportif positif, ces questions-là, elles tombent. Et tantôt, comme Red parlait de long terme, ce que je ne suis pas d'accord, parce que Thierry Henry n'est pas là sur le long terme, il est là comme pour 2 ans, entre guillemets, gros maximum. Après ça, comme s'il connaît une bonne saison, il va se magasiner quelque chose en D2 ou en D anglaise. Mais le problème étant que si Thierry Henry fait passer tous les médias comme pour des imbéciles, lui, quand il part, c'est nous qui sommes pris avec l'étiquette d'imbécile et notre public et la confiance qui s'érode envers les médias, leur incapacité finalement à comprendre le match et donc les impacts négatifs, pour moi, ils vont être là. Donc dans le rapport qu'il entretient, la façon dont comme il parle avec les médias, c'est important parce que nous, on va être là. Nous, on sera là dans 3 ans. Et on sera là même l'an prochain. Lui, là, je n'en suis pas certain. Donc, même si j'aimerais bien qu'il reste, c'est très, très, très bien ce qu'il fait, c'est cool. Mais je pense pas qu'il soit là. Et quand il nous aura étiqueté de footix, en bon vocabulaire, par la suite, le lien, faire ce lien avec le public, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et je crois que mine de rien, d'un point de vue de même Jérémy Filosa, ça a beaucoup affecté son image. Il allait trop loin avec son qualificatif à Didier Drogba. Mais il a payé de ça. Parce qu'après, c'est Drogba et son armée de fans qui se braquent sur le journaliste sportif local. Et au final, pendant assez longtemps, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais Drogba, il est parti. Ça lui a été reproché. Mais celui qui en subit les conséquences, c'est lui encore. Ouais. Et tout le rapport qu'il a avec... Okay. Non, vas-y, sauf juste terminer sur ça. Ok, parce qu'avec tout ce qui est arrivé par rapport à ce que s'il a dit là, par rapport aux différents rapports, différents rôles des médias, l'interlocuteur est aussi important que la question et le contexte de la question. Sachant pas que Thierry Henry est quand même constant. Lui, que ce soit moi qui pose une question au Filosa ou le gars de Sky Sport qui s'insère dans le Zoom de l'Impact, il va quand même, si ta question il l'aime pas, il va le dire de la même façon à tout le monde. Donc il est quand même, il est assez. Mais on voit qu'il a créé certains liens avec certaines personnes. Exactement. Par exemple, avec Herb, on l'a vu. Herb, une fois, il s'est trompé, il a activé sa caméra, il était content. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que je trouve que, merde, on manque quelque chose. C'est comme une occasion. On vit une occasion manquée. T'sais. Par exemple, tu regardes l'entrevue avec Dacour, tu dis « Oh cool, les conférences de presse vont être le fun. » On va avoir une vraie conversation foot et on va avoir quelque chose d'intéressant. Ouais. Puis là, on se retrouve en conférence de presse. Ah merde, c'est pas ça. On aurait voulu qu'il y ait ce lien amical, il l'a pas. Et après, on regarde la clip de Thierry Henry dans le vestiaire. On voit la relation qu'ils ont avec ses joueurs. Puis à la limite, on est rassuré parce qu'il dit avec ces joueurs, il y a encore cette relation-là. C'est ça le plus important. Mais avec le public, oui, exactement. Parce que le reste, on s'en fout. Mais c'est une occasion ratée parce qu'il n'y a pas la même relation avec le public. Parce que le public, malheureusement, c'est juste dans les conférences de presse qu'il va l'avoir. Parce que même sur le terrain, quand il se fait poser 2 questions par Frédéric Gay, on le voit, il a déjà hâte de partir. Là. Il s'emmerde, il a son masque, il veut s'en aller. Mais c'est mon point. C'est pourquoi, quand j'ai montré la vidéo à la fin, puis celle de quand il était joueur au Red Bull, c'était pas pour dire qu'il est méchant. Et mes clips, j'ai trouvé des clips là, mais les autres clips, les 90% qui restent, il répond à la question normalement, il n'y a aucun problème. Ça c'est plus, j'ai cherché rapidement, puis j'avais pas. Je suis d'accord avec Sofiane. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on retient aussi, malheureusement, parfois, dans le sens que, comme un peu la vidéo virale sur New England, d'ailleurs, c'était contre New England, c'est ça qu'on retient. Et à la même manière, Sky a repris l'extrait dans les vestiaires et a retweeté ça comme sur son réseau, et tout le monde se dit oh waouh, Thierry Henry finalement coach, ça a de l'allure. Donc c'est très spécial finalement sur comment on va recevoir l'information, parce que excuse-moi Julien, je sais que tu veux passer au sujet, mais je trouve que
dans les conférences de presse, il y a beaucoup de ballons qui est discuté. Il y a beaucoup de football qui est discuté. Parfois, oui, les formes ne sont pas forcément les bonnes, mais dans le fond, quand on prend le temps, parce que nous, on le fait souvent avec Sof et tout, de réécouter les conférences de presse, il y a tellement d'éléments. Il y a tellement d'éléments. Mais répond à Filosa après, dans sa réponse par rapport à la formation, il dit après le pressing, milieu à 3, mais le milieu à 5, il y a plus de monde, il l'a dit. C'est juste qu'au début, on voit qu'il est un peu frustré, puis Greg me l'a dit souvent sur Henry, ce gars-là, il adore le foot. Il mange que ça. Ouais, bah après, au niveau de. C'était un trigger, tu le vois. Non, mais on va pas faire semblant. On va pas faire semblant que ce qu'a dit Nilton par rapport à la personnalité, ce que même toi t'as dit sur la personnalité de Thierry Henry, vous avez 1000 fois raison. Et moi, quand je dirais le premier avec Reg, on est frustré. Pourquoi? Parce que mais ce mec-là, il est trop stylé. Genre, il est charismatique, il est drôle, il est intelligent, il a trop de choses et je sais pas à quel point Zoom, pandémie, on est New Jersey, on peut pas faire des liens, etc. Et aussi, l'une des raisons, l'un des facteurs, je pensais beaucoup ça. Avant de voir son entrevue avec Anthony Joshua et Kylian Mbappé, quand il parle du nouveau FIFA, parce que Anthony Joshua est dans le FIFA, et un boxeur dans le FIFA, etc. Et tu le vois, tout sourire, tout, et tu regardes le truc, t'es comme ça. Genre, et là où je vous rejoins 1000 fois sur l'opportunité manquée, c'est que mais si le Québec était devenu en amour avec Rémi Garde, parce que c'était un petit peu le cas d'ailleurs, mais je veux dire, mais Thierry Henry, c'est exponentiel. Mais non, mais pour vrai, c'est next level. Et ça c'est clair. J'aurais beau mettre toutes les nuances possibles, c'est raté. Je veux dire, c'est raté dans ce point-là. Maintenant, le sportif, c'est ça qui est aussi le plus important, et pas forcément ce lien-là. On connaît le chemin pour arriver au corps d'Henry. Il y a juste 2 chemins. Sky Sport ou Puma. Mais je vais pas donner des scoops aux autres, là, les patrons, vous l'avez en premier, mais genre, si vous voulez que le Cannes Football Club parle à Henry, vous parlez à Sky Sport, les gars, faites-nous un t'as pris un méchant détour, là. Les gars, juste. Non, mais je dis ça, mais c'est vrai, parce que quand il fait ses Instagram avec Puma, quand il parle à Canal Presse pour un tank, tout ça, quand il fait avec Sky Sport, c'est spécifique, c'est un truc qu'il adore. Thierry Henry Inc., hein, on l'a vu aussi avec le podcast qu'il a fait pour CBS. Là. CBS, ouais. C'est pas le même, c'est pas voilà. Mais d'ailleurs, justement, une autre de ses personnalités, puisque Sof en a parlé, et Reg a accentué ça. Nilton aussi, il parle de la relation qu'il a avec ses joueurs, et Reg, plutôt tout à l'heure, a parlé des jeunes. Et moi, je voulais terminer sur ce point-là, parce que c'est très important. J'ai vu aujourd'hui un reportage sur Badiashile, excusez-moi, qui est un défenseur de l'AS Monaco, que Thierry Henry a lancé en Ligue 1 il y a à peu près 2 ans. Et si vous vous rappelez, c'était aussi ce même joueur qui avait été recadré par Thierry Henry lors d'une conférence de presse où il range pas sa chaise. Et où Thierry Henry l'attaque comme un père, etc. Et on peut se dire à ce moment-là, waouh, c'est sûr que lui, avec Henry, c'est mort. Genre, c'est. Eh ben, aujourd'hui, Badiashile est revenu dans un document. Badiashile, oui. Avec ton Badiashile. Il s'appelle Badiashile. Il est revenu sur sa relation qu'il a avec Thierry Henry, et il disait qu'il était encore en contact avec lui alors qu'Henry est à Montréal et lui à Monaco, et qu'il avait beaucoup marqué. D'où ma question, parce que j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais j'ai vu une vraie transformation de Binks durant la saison. Également Broguillard, et je me demande si, comme l'a dit Nilton, si finalement le coach Henry, c'est pas ça, c'est pas cette volonté de transmettre, puisque c'est, comme Reg l'a souligné et Sofiane aussi, sont des amoureux du football. Voilà, c'est ça. On voit la séquence. Pour ceux qui nous écoutent, on voit la séquence là. Donc, pour le seul podcast, il demande de remettre sa chaise. Puis, si je pouvais avoir cette influence-là sur mes enfants, ça serait magnifique. Non, mais, et c'est assez important finalement. Je voulais juste revenir sur la relation qu'il entretient avec ses joueurs et avec les plus jeunes notamment. Parce qu'Henry, et vous l'avez dit, est un amoureux du football. Et quand on aime le football, on aime transmettre également. Et je me demande si c'est pas finalement sa plus grande qualité à Thierry Henry, ou en tout cas sa plus grande réussite cette saison, Reg. Oui, je pense que oui. Puis faut savoir le personnage qu'il représente. C'est un monument du foot, ce mec-là. Genre toute personne. Non, mais tu vois ce que je veux dire, un jeune. Non, mais je vois. Non. Chaise, oui, mais ça peut. J'allais en venir. Non, mais justement, non, parce que tu vois, le truc, c'est que par rapport au fait que c'est un personnage important, il peut faire ça. C'est ça le truc. Il peut encore avoir ce rapport même avec les plus jeunes, parce que c'est quelqu'un
comme Sid a raison, l'interview d'Anthony Joshua avec Mbappé, je sais pas comment il parle à Henry, c'est trop drôle. Il dit, dis-lui à Anthony, s'il te plaît, grand frère, tu sais, parle-lui pour moi, s'il te plaît, je parle pas bien anglais. C'est trop drôle, genre, il a encore cette aura et en fait, il est cool. Même, il est cool avec les jeunes, en fait. Donc, il est quand même jeune, tu vois, il a 43 ans, je pense. C'est pas un gars qui, tu sais, il est hyper fit, il est encore en forme, au niveau de la mode, il est encore, tu sais, quand même présent. Donc, c'est un gars qui peut être proche des jeunes. Les jeunes peuvent s'identifier encore à lui malgré qu'il est plus joueur, tu vois. Et Lukaku peut en témoigner. Comment il s'appelle, Batshuayi, tu sais, les attaquants de la Belgique, ils ont tous eu un espèce de rapport avec lui. Au début du confinement, quand il avait fait un truc aussi avec, j'ai oublié son nom, celui le milieu de terrain. Prince Boateng, c'est ce que tu veux dire? Ouais, le milieu de terrain, excuse, de la Belgique. Witzel, pardon, excuse-moi. Ouais, voilà. Witzel, c'est aussi Puma. Il parlait avec plein de gens, il a parlé avec Agüero. C'est des joueurs actuels qui sont des cracks, tu vois, mais Henry, en plus, c'est un crack. En tout cas, toi, quand tu en parles, c'est beau aussi, Reg. Ouais, non, mais mais les jeunes, je pense les jeunes aussi, ils le voient. Henry a été un joueur qui, quand il était ses belles années à Arsenal, quand il a failli avoir le Ballon d'Or, il y a des années où il survolait la IPL, c'était un joueur qui était aimé de beaucoup de jeunes, tu vois. Donc, je pense que c'est un gars qui. Je pense que ça dépasse même les jeunes. Ça dépasse même les jeunes. Parce que quand tu regardes la transformation, tu sais, il y a deux éléments. Tu sais, la confiance qu'il a donnée à Samuel Piette pour lui donner un rôle qui n'est pas vraiment le sien. Il a sorti de sa zone de confort. Il l'a laissé là. Il l'a laissé vivre avec ses erreurs. Puis lui dire, OK, tu as un nouveau profil. On va vivre avec ça. Tu vas être capable. Et aussi, un gars, Kyoto a presque 30 ans. Mais Kyoto le dit souvent dans les entrevues. Je m'assois souvent avec Thierry Henry. On regarde des vidéos. Il corrige mes déplacements et tout ça. Et un Kyoto qui était ailier et qui est devenu en moins d'une saison un avant-centre très, très utile à cette équipe-là. Il y a la touche Thierry Henry derrière, là, puis ça va au-delà de la jeunesse. C'est super intéressant ce que vient de dire. Exactement. Non, mais attends, garde ta question. Je vais juste enchaîner sur ce qu'a dit Nilton. C'est d'autant plus, je pense que ce rapport-là, comme tu as dit, là, on s'assoit souvent ensemble et on parle souvent ensemble, lui permet, après, en conférence de presse, de pouvoir le critiquer sur quand il a joué joli ou genre, comme il faut être tueur, sans que pour autant, parce que derrière, il y a une tempête médiatique dans un verre d'eau. Oh, il a lancé sous le bus, oh là là, il faut pas dire des critiques à ses joueurs, patati patata. Mais si le joueur il est au courant que c'est pas quelque chose qu'il doit faire et qu'il sait que c'est dit avec un fond d'empathie, de je veux que tu fasses mieux, tu vois, c'est pas contre toi, c'est pour nous tous. Ben le joueur, il a aucun problème avec ça. Et c'est là où parfois on oublie que il y a des relations, et genre, comme souvent Sofiane en parle, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Ça veut dire globalement, on n'est pas avec eux dans l'ensemble d'une semaine et on ne sait pas les discussions qu'ils ont, on ne sait pas les relations qu'ils ont et on ne sait pas comment ça se fait que Thierry Henry peut facilement donner des commentaires sans que pour autant ça affecte le mental d'un joueur. Vas-y, c'est parce qu'il a détruit Binks ou même Bruguière plusieurs fois que ça veut dire qu'ils sont détruits quand ils parlent one-on-one. Peut-être ils leur parlent de la même façon, mais eux, ils savent que Thierry Henry leur parle comme ça. L'interface entre Henry et tel joueur ou tous ces joueurs, il y a un message commun. Pardon, le microphone est tombé. Il y a un message commun, mais il y a aussi un message personnalisé pour chaque joueur, parce qu'il faut personnaliser un peu ton message pour être pédagogue. Mais le compte Thierry Henry dans sa globalité, et je voulais en parler par rapport à New England aussi, et sa saison en entier, c'est qu'il est pragmatique. Et ça, c'est sa force. Il est pédagogue, il aime la tactique, il aime parler foot, il aime diriger les joueurs, Kyoto avec tes courses, etc., avec tes appels. Mais il est surtout pragmatique. Et ça se voit avec ce qu'il a fait avec Piette, comme a dit Nilton. On voit par rapport à tout ce qu'il fait. C'est une personne très pragmatique de ce que je vois. J'espère ne pas me tromper en disant ça. Et ce pragmatisme fait que dans sa communication, il est efficace, sec avec nous parce que ça lui tente. Pédagogue encore plus, tant mieux, mais par rapport à l'interne, il est direct au point et je trouve ça c'est important par rapport à sa communication. Avec les jeunes, c'est encore mieux. Parce que les jeunes, ils n'ont pas le temps de se faire pouponner. Eux, ils ont 19, 20, 21 ans, ils ont besoin d'aller au prochain contrat, ils ont besoin de se confirmer en tant que pro, ils ont besoin d'arriver à jouer 30 matchs par saison. Ils n'ont peut-être pas envie d'être dorlotés à chaque fois. Donc, surtout Bruguière et Binks, ils viennent de la compétition ultra des centres de formation européens. Donc, eux, ils savent le contexte, ils savent où est-ce qu'ils sont. Ils savent qu'Henry, il est légitime en tant qu'acteur, en tant qu'acteur du jeu, en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur, même s'il est jeune et inexpérimenté. Il est quasiment
c'est qu'il est quasiment coach pour la première fois avec l'Impact, quasiment, parce qu'au Monaco, je ne sais même pas si ça compte. Pour lui, oui, mais pour nous, à l'externe, c'est peut-être. Oui, ça compte quand même. Oui, ça compte pour lui, mais pour nous, ça n'a jamais qu'on oublie, qu'on se dit Monaco, ça a mal. Ah non, t'oublies pas, mec, c'est son premier. Il a été coach quand même. Il a fait des matchs, il en a gagné. Il a fait sa première saison complète. C'est aussi, voilà. Mais pour lui, c'est important. Pour lui, c'est important. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve que Henry, en tant que ce qu'il fait, le communicateur, et autant avec les Kyoto qu'avec les Broguillard, je trouve que c'est ultra important. Puis il prouve que ça marche parce que malgré 10 défaites là, ou 9 défaites ou 8 défaites là, durant l'automne, ils ont quand même stick avec lui pour faire les séries. Puis on voit qu'au moins ça passe. Avec Rémi Garde. Je sais pas si ça marche, mais je vais laisser Julien avant d'enchaîner. Non, mais en fait, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Parce que moi, de ce que je retiens moi de Thierry Henry et de tous les documentaires que j'ai vus et les matchs et sa carrière, c'est le mot à chaque fois qui revenait souvent dans sa bouche et qui a été certainement prodigué par ses parents, c'est le mot travail. Et il y a 2 jours, excusez-moi encore de remettre cette discussion privée avec Sid, mais il discutait, il me dit ouais, mais tu crois que son plat du pied là, c'est facile? Tu sais, finalement, le plat du pied, on s'est dit ouais, Thierry Henry il ouvre son pied puis il marque. Non, le goal sait qu'il va faire ça. Thierry Henry sait qu'il va faire ça et pourtant ça marque tout le temps. Et c'est juste pour moi vraiment le fruit du travail. Et je pense que ça, vis-à-vis de la jeune génération, c'est à double tranchant. C'est soit ils te suivent, soit ils te suivent pas, et là tu passes pour le père fouettard, le mec un petit peu archaïque, etc. C'est pour ça que je me suis dit peut-être que l'échec de Monaco, ça vient aussi de ça. Du fait que son discours, avec certains jeunes, ça passe, mais quand ça passe pas, alors il n'y a plus d'alternative possible, puisque Henry, on l'a bien vu, et vous l'avez mis en exergue à plusieurs personnalités, mais de ce qui ressort souvent, c'est quelqu'un d'assez rigide et qui va au bout de ce qu'il pense. Donc oui, j'ai l'impression. Voilà. Mais bon, par rapport à Monaco, après Jardim a pris le relais, il a pas fait mieux, donc on va pas parler de drama de Monaco. Jardim n'est peut-être pas aussi pédagogue que Henry. Hein. Non, mais donc c'est pour ça que c'était pas juste les jeunes. Est-ce qu'on suit pas? Il y a un contexte, c'était très compliqué à Monaco. Mais au niveau ici, par rapport à Montréal, je suis pas vraiment d'accord sur les évolutions nécessairement de Broguillard ou de Binks, qui, quand on prend par exemple leur situation dans les 2-3 premiers matchs, le niveau de jeu qu'ils ont affiché, est-ce que sincèrement vous trouvez qu'ils ont été meilleurs, plus forts Moi, j'ai trouvé que Binks a plus d'assurance. Très honnêtement. Voilà. Binks, il est arrivé, là, il a crevé l'écran, puis finalement le ballon de Baudruche, il a fait que se dégonfler jusqu'à qu'il ne fasse pas le dernier match. Donc c'est ça le truc, c'est que Binks, d'ailleurs, comme au bout de 6 matchs, il était à Bologne, quoi, parce que genre, je pense qu'une doublette, c'est 2 seeds et il n'a pas souvent été aidé. Par ceux qui étaient à côté, c'est plus compliqué. Moi, je sais pas qui a dit qu'ils sont améliorés. Moi, j'ai juste dit que. Mais c'est ça, non, mais c'est moi. Julien a dit. Ah, ok, Julien, excuse-moi. Non, mais les gars, parfois vous parlez, vous dites des trucs, on les répète, vous dites, j'ai jamais dit ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est un podcast, les gens ils pourront. Non, mais parce que c'est compliqué. Mais par rapport à l'évolution des jeunes, je pense qu'on verra surtout sur l'année 2 s'il y a un progrès, parce que malheureusement, je suis un peu resté sur ma faim. Pour moi, Broguillard et Binks, ils crèvent l'écran. Je m'en souviens au stade olympique. Je me dis, mais attends, waouh, ils sont partis sur des saisons extraordinaires. Ils ont bien joué, ils sont parmi les plus utilisés de l'équipe, il n'y a pas de problème avec ça, mais la progression, j'attends l'an 2. De la même manière que Conco, quand je disais aussi, oui, il a été beaucoup blessé, mais il n'a pas progressé. La Palana, il n'a pas progressé. Par contre, globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une confiance aux jeunes. Et là où je voudrais rejoindre Sofiane sur le côté pragmatique, lui, comme disait Mbappé, ne parle pas d'âge. Je veux dire, comme le joueur qui est le plus performant, il va jouer. Donc à ce moment-ci, lorsque parfois on était tout le temps là en train de dire oui, mais pourquoi il y a pas, je sais pas, Ferdinand, pourquoi il y a pas Bahia, pourquoi? C'est pas une question d'âge. Si Thierry Henry les trouvait performants aux entraînements et parfois sur les bouts de match qu'ils ont eu, en tout cas pour Bahia ou Yao, ils auraient continué à jouer. On se rend compte que je pense que jusqu'à 2-3 matchs de la saison, l'Impact était le 3e effectif le plus jeune en termes de minutes accordées. Et pourtant, parfois, la narrative va être mais les jeunes, est-ce qu'il fait jouer les jeunes, est-ce qu'il fait jouer les jeunes? Il ne fait que ça, faire jouer les jeunes. C'est un effectif qui est vraiment jeune. Et maintenant, sur ça, on a besoin de voir cette progression, parce que parfois, il y a un talent, il y a un niveau intrinsèque, mais on a besoin de voir le travail de Thierry Henry, d'amener ces jeunes-là à un autre niveau. Et puis, pour un Kyoto, il y a aussi un Camacho. Camacho, lui,
Je sais pas comment il a raisonné avec le discours de Thierry Henry, mais. Mais Thierry, il faisait jouer quand même. Oui, jusqu'à qu'il ne pouvait plus. Mais ce qui est intéressant avec. Et Julien, je te jure, Wallah, j'arrête, mais c'est que. Ça, c'est pour Reg, là, Wallah. C'est pour Reg. C'est que. C'est que moi, ce que je trouve, le seul hic pour Henry, c'est que je sais que tout le monde est passé par la pandémie, mais c'est pas tout le monde qui a fait New Jersey, Montréal. Parce que je suis pas en train d'invalider ton point. Si ton site, non, t'as raison. est parfait. Est-ce que moi, c'est le regret sur le fameux New England au stade olympique, la CONCACAF, même s'ils sont fait battre par le club, c'est qui, Olympia? Olympia au match aller au Stade olympique. On finit par t'en souvenir, Sofiane. Ouais, c'est correct. Donc, cette dynamique-là d'agressivité, d'intensité avait disparu à Orlando et est revenue un peu durant la saison. Puis bon, mais c'est juste ça, ce qui est dommage, c'est que la continuité, s'il y avait un peu plus, s'il n'y avait pas de pandémie, je trouve que l'Impact serait en meilleure position maintenant. Ils auraient pu recruter sur le mercato de façon plus efficace parce que c'est dit. Mais, tu sais, comme on dit, c'est quoi, Reg, avec les scies, on fait. On met Paris en bouteille. Exactement. Je coupe du bois. On coupe du bois. Avec des scies, moi je coupe du bois. Je coupe du bois. Merci beaucoup sur cette longue page. Avant de passer au sujet 3, je voudrais juste rappeler aux auditeurs et auditrices que il ne faut pas oublier de liker, de partager ce podcast, d'aller sur Twitter, sur Instagram, de suivre Reg, Sid, Sofiane, Nilton, Jules Soccer notamment, pour partager, pour essayer de discuter avec nous, si vous êtes d'accord ou pas d'accord d'ailleurs. Et aussi, si vous, Patreon ou non Patreon, vous êtes dans une entreprise ou vous êtes directeur, manager d'une PME ou d'une multinationale et que vous souhaitez, à travers ce podcast, passer des messages publicitaires, on le fait pour vous également. C'est le moment d'avoir une cible avec un large le public, 18-35 ans, sportifs, hommes, femmes, tout est réuni dans le podcast Cannes Football Club. Donc n'oubliez pas, voilà, allez nous liker et continuez à partager. Ouais, les VP marketing à Pfizer, là, s'il vous plaît, là. Vous pouvez nous appeler. Sujet numéro 3, et on va terminer là-dessus parce qu'il faut absolument qu'on en parle, parce que plusieurs voix s'élèvent, notamment Toni Kroos, Kylian Mbappé, qui s'agacent de cette saison. Alors, il y en a qui disent que cette saison ne se termine plus. Kylian Mbappé avait l'impression d'avoir joué 60 matchs en une saison et non 2 saisons qui étaient séparées de 2 semaines. Le Covid, plus le calendrier infernal, Toni Kroos l'a dit, on n'en peut plus. En plus de ça, encore une fois, il y a eu 2 semaines internationales avec 3 matchs en 7 jours, dont un match amical que beaucoup de joueurs, en tout cas ce qu'ils disent, se serait bien passé. Au-delà des joueurs, ce sont aussi les coachs qui commencent à prendre la parole. Klopp, Guardiola, les directeurs techniques comme Leonardo PSG, enfin les grands de ce monde, Zizou aussi en a parlé. Pour vous dire, Liverpool, c'est une hécatombe. Van Dijk, Alexander-Arnold et Robertson qui sont blessés. Klopp n'a plus de défense. Donc j'avais 2 questions pour ce débat-là. La première, c'est est-ce que on doit arrêter vraiment arrêter. Est-ce qu'on doit faire passer la santé des joueurs plus que l'attrait économique, parce qu'on sait à quoi servent ces matchs, notamment dans je dis ça, l'aspect économique, que dans ce cas-là, dans le cas du virus mondial, qui a fait qu'il y a eu un manque de préparation physique, qui fait que les cadences sont infernales, puisqu'on va repartir, je vous le rappelle, sur une cadence championnat, Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions sur les 3 dernières semaines. Et la deuxième question, c'est, avec cette saison spéciale, finalement, est-ce qu'on ne s'attend pas à des surprises? Si oui, dites-nous dans quel championnat et quelle équipe pourrait venir, je sais pas, chipper le titre au PSG, au Bayern, à la Juve, éventuellement au Real ou au Barça. Ou en IPL, on sait que c'est assez ouvert de toute façon chaque année, mais est-ce qu'il y a un deuxième Leicester qui peut surgir? Voilà, c'était assez dense, mais c'était 2 questions en une. Alors messieurs, je vous écoute, Reg. Oui, forcément, c'est clairement un problème. Il y a beaucoup trop de matchs, les joueurs... Et ça partout, excuse-moi, l'Impact a joué 7 matchs en septembre, 7 matchs en octobre. Ouais, puis on s'entend que l'Impact, il voyage pas avec Qatar Airways, avec des douches et non, mais tu sais, il faut voir comment il voyage. Surtout les déplacements en plus de Montréal sont beaucoup plus. C'est beaucoup. Quand tu fais un match, tu vas hyper loin, tu vas en Ohio, bref, c'est quand même beaucoup plus complexe.
Après, moi, je trouve ce qui est vraiment dommage, c'est que avec tout ça, c'est que ça altère et la qualité du spectacle est juste moins bonne, en fait. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Oui, ils veulent plus d'argent, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'en qualité de jeu, on a eu des gros affrontements. Je prends le Man City-Liverpool, qui est quand même un des affrontements phares des peut-être 3-4 dernières années. Bah, on a eu une bonne première mi-temps. La deuxième, les gars sont morts. Genre, les gars sont morts, ils ont plus de jus. Surtout qu'en IPL, il y a que 3 changements, parce que je pense que c'est un vote et que les équipes avec un moins gros effectif, évidemment, ils se sont dit, bah gars, je vais pas accepter de prendre 5 changements si je joue contre City, s'il peut faire rentrer De Bruyne, de Bernardo Silva ou n'importe quel. Ils ont 3-4 équipes. Dis Riyad. Riyad est titu. Donc, il n'y a pas besoin de le faire rentrer. Et donc, c'est ça. Donc, je pense il est là le problème. Et pour finir, moi, je pense qu'il y aura des surprises. Je pense qu'en Ligue 1, et on en parlait dans notre groupe de potes, moi, je pense qu'il n'y en aura pas en Ligue 1 parce que c'est une mentalité qui est problématique. Parce que le PSG, ils font jouer des joueurs du centre, ils commencent avec 2 défaites, c'était pas arrivé sur l'ère Qatari. Et là, ils ont enchaîné 8 de suite alors qu'ils ont fait des matchs à 9. Et au final, ils sont 6 points d'avance là déjà. Au bout de 10 journées, ils ont déjà 6 points d'avance. Donc, ils vont pas être challengés. Mais par contre, en IPL, quand tu regardes comment ça se passe, quand tu vois que Liverpool est décimé, quand tu vois que City, ils ont du mal à installer leur jeu, qu'Arsenal a du mal à démarrer, que Tottenham arrive quand même à garder avec l'Europe, tout ça. Moi, je pense qu'il y a une surprise, elle sera clairement IPL. Ça, c'est sûr. Moi, la chose qui me dérange le plus là, avec la UEFA, là, c'est que ouais, la Ligue des Champions, c'est bien, on l'aime bien, mais le même organisme, l'UEFA, est en train de détruire ses joueurs avec la Ligue des Nations, les matchs amicaux. Oui, il y a une quantité à faire par rapport à l'Euro, etc. Mais ils sont en train de brûler des joueurs des matchs amicaux qui certains ont une valeur, d'autres n'ont pas du tout de valeur. Donc, tu te dis, puis tu mets les joueurs en risque. Tu sais, c'est genre, oui, Mohamed Salah, il est positif au Covid, peut-être il l'a eu en Angleterre, mais peut-être il l'a eu. Bro, he was caught dancing at a wedding. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pris Salah, c'est pas vrai, parce que Salah, lui, il joue pas dans l'Europe, la Ligue des Nations européenne, là, mais je veux dire, un autre joueur, Toni Kroos, qui devient positif parce qu'il a fait un match avec l'Allemagne pour jouer contre, je sais pas, contre les Pays-Bas, etc. Donc, la même organisation brûle ses propres joueurs. Mais Champions League, ok, mais la Ligue des Nations, ça, on va quand même jouer. Je trouve que c'est trop, il y a trop de matchs. Puis encore une fois, je suis subjectif, c'est une compétition inintéressante pour moi, et trop complexe. Donc déjà, en plus, en termes de pandémie, je dis en plus, mais à quoi tu sers exactement? Même mis à part la Ligue des Nations, je trouve quand même en termes de la Ligue des Champions, puis vous allez me corriger si je me trompe, mais je pense que vous allez être d'accord. Je trouve les 3-4 dernières éditions, elles étaient vraiment spectaculaires entre l'Ajax, les retournements avec Tottenham, Atalanta qui a proposé des trucs bien. Et là, cette année, déjà dans une saison condensée, tu mets des matchs chaque semaine. 3 semaines de suite, plus le championnat. Les matchs de Ligue des Champions, ils sont plus aussi bien, quoi. C'est dommage, parce que je trouve que c'est la compétition qui est bien. Mais juste, au-delà du spectacle, j'aimerais revenir là sur ce qu'a dit Joachim Löw. Je vais vous le lire pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Joachim Löw disait c'est à prévoir, et nous n'avons joué que 2 mois cette saison. Les problèmes vont s'aggraver. Si nous, les entraîneurs, nous ne sommes pas raisonnables, nous allons avoir un énorme problème l'an prochain. J'aimerais vous entendre, Sid et Nilton, au-delà de l'aspect spectaculaire qu'on a perdu dans beaucoup de rencontres et dans beaucoup de championnats, puisque le niveau s'est abaissé parce que c'est pas des robots, l'aspect santé quand même. Alors, ok, on va pas plaindre des joueurs de football qui gagnent des millions, mais c'est quand même très important. Ça veut rien dire, faut pas dire cette phrase, ça reste des épreuves humains. Millions ou pas, ils peuvent pas jouer 4 matchs par semaine. C'est ce que je viens de dire. C'est qu'il y en a qui vont dire oh, on les plaint pas, ils ont des coachs perso, ils ont des kinés. Non, c'est des hommes, donc pourquoi leur demander autant? Si Nilton, j'aimerais vous entendre là-dessus sur l'aspect purement santé. C'est assez simple. Les clubs ont perdu beaucoup d'argent, là. C'est sûr que dans un monde idéal, on va penser aux joueurs, à la santé, mais ultimement, même les joueurs, si on les met devant le fait accompli, si on joue moins, vos salaires vont être coupés, ils vont le prendre. Là. Ils n'ont pas le choix. On se retrouve dans une situation où il y a X% des revenus qui sont disparus. Ils doivent composer avec ça. Puis,
quand on dit je t'entendais, Reg, dire qu'il va y avoir probablement des surprises en EPL, tout ça, quand on regarde les championnats là, un par un, il n'y a pas tant de surprises que ça. Oui, il y a Real Sociedad en Espagne, parce que Barcelone et le Real Madrid connaissent eux-mêmes des difficultés depuis quelques mois. Mais éventuellement, selon moi, ça va se replacer parce que en ces EPL, équipes-là... déjà, petite précision, je vais te laisser finir, c'est en EPL, tu n'as quand même aucune équipe invaincue après 6 journées. C'est pas arrivé depuis comme 40 ans, genre. C'est un truc de fou, comme tout le monde bat tout le monde, tu vois. Mais dans aucun championnat, maintenant, il y a des équipes invaincues. Mais peut-être que Excuse-moi. Non, je voulais juste dire, dans aucun championnat, des 5 grands championnats, il y a une équipe qui est invaincue, que ce soit le Bayern, le PSG, la Juve, voilà. Tout le monde a au moins... Quoique la Juve, peut-être pas, il me semble, excusez-moi. Mais ça reste que c'est encore les mêmes clubs qui sont là, où l'écart n'est pas comme celui de l'année prochaine. Moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que ça fait juste commencer. Là. Cet été, les sélections vont être catastrophiques. Là. La sélection, s'il risque d'avoir une surprise, c'est cet été. Il pourrait avoir un club. La sélection qui va être chanceuse d'avoir eu des joueurs blessés pendant la saison va se retrouver avec la forme qu'il faut pour gagner cette compétition. On en est à espérer que ces joueurs se blessent. Mais c'est arrivé dans le temps. Il y a eu des tournois de Coupe du Monde et Euro où les sélections ont profité de ces joueurs-là qui ont eu du repos. Là. Et ça risque d'arriver. Sinon, ces joueurs-là vont être sur une séquence de 24 mois de matchs sans arrêt. Et je me demande si je me souviens, là, pour faire un lien avec l'Impact de Montréal, je me souviens que quand Zelmali est arrivé à l'Impact de Montréal, on avait décidé de lui donner 2 semaines de congé. Ouais. Est-ce qu'il faut... Les équipes doivent... Je pense qu'ils avaient appris de Simon. Parce que Simon, lui, avait joué quasiment 2 saisons en continu, en fait. Ouais. De 2014 à 2016. Mais c'est ça que les organisations aussi doivent réfléchir autrement. Et quand on leur donne des outils pour gérer un peu plus l'effectif, ils doivent l'utiliser. Là. Il va falloir que, un peu comme ils font pendant les matchs amicaux, qui sortent des gars après 45 minutes. Les gros clubs, ils ont les moyens. Ils ont des départements médicaux qui vont dire ce joueur-là, je te suggère de jouer 45 minutes. Mais fais-les jouer 45 minutes. Go, tu as l'effectif pour rouler comme ça. Si tu ne veux pas le faire, mais qu'ils assument, que Liverpool assume qu'ils ont roulé le même 11 sans arrêt et qu'ils sortent avec des blessés. Nilton, tu parlais à l'instant qu'il y a un manque à gagner, mais en même temps, le coach, il va le dire au mec, excuse-moi, moi, je ne peux pas faire jouer ça à 45. Oui, mais là, aujourd'hui, il est en train de payer le prix. Mais là, il est en train de payer le prix parce qu'au lieu de ne pas avoir 45 minutes, là, il se retrouve avec 2 mois sans joueur. C'est fou ça. Vas-y, Sofiane. Trop silencieux. Non, parce que le point de Nilton et Sid, probablement, vont me faire mal paraître parce que moi, j'étais en mode à quoi ça de jouer plus des matchs. Mais bon, le côté financier est hyper important. Là. C'est comme des compagnies à profit. Là. Si on a faire de l'argent, c'est pas du bénévolat. Puis on se rappelle un peu de Daniel Levy, All or Nothing Tottenham, qui disait on n'a pas de billetterie, il faut qu'on trouve quand même une façon de faire de l'argent. Donc, je la rappelle pas maintenant. Mais ça ne change pas que Claude donne des montres à des peintres, genre. S'il faisait pas ça, il gagnerait peut-être un peu plus d'oseille. Hey, you gotta watch. La secrétaire puis le 3e gardien ont eu la même montre. Incroyable. Mon Dieu, j'espère que c'est une Pardon, ça. Non, c'est correct. J'ai presque fini. C'est que même Klopp, ils sont pleins. Alors qu'on sait que Klopp, il veut gagner, c'est un pragmatisme, mais dans son discours, il est quand même très humaniste. Là, puis il veut pas briser ses joueurs pour toute la saison. Et c'est juste. Je suis un peu en conflit. Oui, l'argent, il faut faire des profits, il ne faut pas que les ligues se tuent. La EPL, la EPL est tellement désespérée à faire de l'argent qu'ils ont annulé leur modèle de pay-per-view. À un moment, ils allaient faire que tous les matchs, tu payes pour voir les matchs locaux de ton équipe. C'était 15. C'était 15 pounds, c'était comme $25 le match. Exactement. Donc, pour un fan, si ton équipe, c'est pas dans les gros clubs, t'es fan de genre Brighton, il est jamais à la télé, soit tu payes 25 balles chaque week-end pour voir ta fausse équipe jouer. En plus, tu t'aurais payé Sky Sport, BT Sport, ITV, tout ça. Donc, ils l'ont annulé. Donc, on voit, merci pour le côté financier, Nilton, c'est qu'on le voit que oui, il y a un aspect financier qui est pas important. Puis la ligue est tellement désespérée. Puis l'IPL, c'est une ligue à argent, là. C'est la référence en Europe en termes de gestion financière. Heureusement qu'ils ont le droit à télé. Heureusement.
heureusement, mais la billetterie reste importante. Et c'est pourquoi je suis en conflit. Je me dis, oui, moi, j'aime voir les matchs. Mais à un moment, moi, je me pose des questions en termes de santé publique par rapport au Covid, par rapport à la santé du mental et physique du joueur, par rapport on le gruge. Et on voit que même à l'Impact, ils veulent rentrer chez eux. Tu sais, Il y a un truc. Reg, on a fait les hôtels, nous. Le buffet Marriott, c'est bien après 3 jours, mais la semaine d'après, on en a marre. Hein. Ouais, puis il y a un truc aussi qui me dérange, c'est que en plus avec tout ça, c'est que tu donnes quand même des passes droits à des footballeurs que comme le commun des mortels a pas le droit. Il voyage genre à tout va, il est pas obligé de faire des quarantaines, ça dépend des ligues, ça dépend de plein de trucs, tu vois, et tu te dis comme gars, c'est pas sain. Il y a un côté un peu pas sain dans tout ça, tu vois, genre c'est au détriment. Je suis d'accord, le entertainment est important pour un peu sortir de la routine que les gens ont, surtout ceux qui travaillent de la maison, etc., etc. Mais il y a ouais, en tout cas. J'ai une question, excusez-moi, j'ai une question par rapport. Je me pose la question depuis que Ronaldo Ronaldo a été positif au Covid. Yep. Ouais. Un truc, je comprends pas. T'es positif au Covid. Et après 2 semaines, tu peux jouer avec tout le monde et tu infectes personne. Moi, j'ai toujours pas compris. Non, mais il doit être testé plusieurs fois. Ils sont testés tous les 3 jours, hein, ces gars-là. Même pas tous les 2 jours. Genre, ils sont mais après, testés et suivis. J'étais encore sous le choc. Je savais qu'il revenait. Non, mais Sofiane, il doit passer quelques tests négatifs avant de revenir au jeu. Je pense qu'il y avait le match contre Barcelone. Et au moins 2, oui. Ouais, le match contre Barcelone, il avait déjà été testé négatif, mais il lui manquait une autre confirmation. Exactement. C'est pour ça qu'il s'est énervé. Il a dit que c'était un test de merde. Mais je crois aussi que la contagion s'estompe au bout de 14 jours. Hein, il me semble. Ok, donc sans faire la théorie du complot, donc c'est bon, on a fait une session après 14 jours. Non, je suis curieux, je fais aucune théorie du complot. Donc après 14 jours, c'est bon. Oui, mais. Oui. Même après 10 jours aussi. Pas complotiste, mais. Ça va être le titre. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions? Non mais Zaz, on va pas parler de médecine là tout de suite. Genre après, oui, des fois ils disent que c'est un hold-up. C'est 10 jours, parfois c'est 14, c'est sûr que c'est plus contagieux. J'en ai aucune idée. Mais ça, je le savais il y a 6 mois, juste que c'est avec Ronaldo. Tu sais, je regardais Juve contre, je pense, Spezia ou je sais plus qui là, que c'était 4 ans. Je dis, il joue déjà, mais il était pas. Mais il joue déjà, Zaz. Il avait pas joué pendant comme 15 jours, man. Exactement. Mais c'est par rapport au temps. J'étais tellement choqué. Je dis, ok, sérieusement. Parce que honnêtement, je comprends pas ce que tu dis. On va être honnête. À nous, vous connaissez quelqu'un qui est assez positif Covid et après 2 semaines, on se fait des câlins. Vous faites des câlins avec lui dans 2 semaines? Ces gars-là sont pas. Mais ils sont dans des bulles, Zaz. C'est des gens-là. C'est pas. Ils vivent pas la même vie que toi et moi, là. Les sportifs sont dans des espèces de bulles qui. Tout ce qui est truc sanitaire, il est beaucoup plus respecté que toi et moi qui va à métro ou à l'Oblast et qui se lave les mains 2 secondes et qui va éternuer à côté d'un mec qui est au rayon des biscuits. Tu vois ce que je veux dire? Ces gars-là, ils sont dans des bulles, ils respectent, ils se lavent les mains, ils sont testés toutes les 2 secondes. Ça, nous, tu vois, c'est pas pareil. On peut pas comparer. Je relayer mon sentiment de choc. Tu sais, j'étais choqué parce que dans la réalité, on vit différemment, c'est tout. C'est plus un choc qu'autre chose. Mais d'ailleurs, par rapport au temps, ça fait déjà 1h45 qu'on est en onde. Et moi, j'ai pris un énorme plaisir, encore une fois, à partager ça avec vous. Encore une émission de grande qualité. Moi, j'ai plus qu'à vous remercier, Sid, Nilton, Reg et Sofiane, d'être aussi bons et aussi forts dans vos analyses. Et dire à tous ceux qui ne sont pas encore Patreon du Cannes Football Club de se rendre sur la page www.patreon.com/cannesfootballclub, de débourser ces 3 petits dollars pour avoir la primeur de tout ce que fait et ce que propose le Cannes Football Club, à savoir le Cannes FC Podcast, le CCPP, les conférences de presse, les petites vidéos live de l'entraînement, les interviews, on a quoi aussi, et on a encore plein de choses en préparation. Donc voilà, c'est ce petit 3 $ qui vous donne accès finalement à une multitude de contenus. Donc voilà. Sinon, si vous hésitez encore, vous aurez accès à cette émission-là dans une petite semaine sur YouTube ou encore sur la plateforme 91.9 Sport, bien sûr, pour les passionnés de sport. Dernier petit message à ceux qui nous écoutent, likez, partagez, interagissez avec nous. Il y a Sofiane, il y a Nilton, il y a Reg, il y a Sid, il y a moi sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas, et surtout aussi, si vous voulez qu'on parle de vous ou de votre entreprise, appelez-nous, on va le faire. Très bonne semaine à vous.